Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à l'Université de Lausanne ce matin avec Vinciane Després pour la troisième enquête collective intitulée « Apprendre à convoquer » du cycle des imaginaires des futurs possibles, saison 2, enquêter avec d'autres êtres. C'est donc un espace de rencontre et d'expérimentation collective proposé par le Théâtre de Vidy Lausanne et l'Université de Lausanne. Quelques mots sur le déroulement de cette matinée. Donc d'abord une conférence, comme vous le verrez, collective, sur Zoom et sur Facebook Live. À l'issue de la conférence, il n'y aura finalement pas de session questions-réponses, comme indiqué initialement. Et à l'issue de la conférence, vous serez répartis pour tous les participants qui se trouvent sur Zoom dans des sous-groupes de discussion, des salons numériques et des ateliers de discussion autour de la question de la convocation. Ces ateliers sont modérés par nos séminaristes, artistes et chercheuses, avec qui nous travaillons toujours le vendredi après-midi. Ils seront également accompagnés des modérateurs de l'Université de Lausanne. Et à l'issue de ces ateliers de sous-groupe, il n'y aura pas non plus de retour en plénum. Donc, apprendre à convoquer, c'est le sujet de cette matinée. Convoquer qui signifie appeler, appeler à. Il y a l'importance de la voix. On est ici dans un registre très particulier qui est celui de faire voix, faire appel, faire venir plusieurs personnes, faire venir en tout cas un autre, faire venir plusieurs. C'est pourquoi vous allez voir que toute la matinée, nous serons ici plusieurs à prendre la parole et à exprimer cette question de la convocation depuis les différents champs de recherche de chacun, que ce soit des domaines scientifiques, de sciences humaines ou des domaines artistiques. Il nous a paru très important avec Vinciane, justement, de faire place et d'échanger ces notions de la convocation. C'est ce que nous avons fait hier après-midi. Et à partir de là, nous avons composé cette conférence avec ces différents modes de convocation. Alors, Vinciane, je te laisse la parole. Alors, en fait, apprendre à convoquer, c'était quelque chose qui sous-tendait chacune des thématiques qu'on avait choisies à propos d'enquêter avec d'autres êtres. Alors, donc moi, j'avais une idée bien précise quand j'ai proposé à nos participants, à nos séminaristes, à nos collaborateurs, de venir et de me parler de... Bon, qu'est-ce que c'est que pour eux une convocation? Qu'est-ce que serait une convocation réussie? Qu'est-ce que serait une convocation ratée? Qu'est-ce qui explique qu'elle ait échoué? Et quel sens ça prend? Alors, pourquoi est-ce que c'était très important pour moi, cette histoire de convoquer? Bon, mais si on revoit, par exemple, la première conférence, la première rencontre qui nous avait réunis, que ce soit avec les séminaristes ou bien ici en conférence, en fait, il s'agissait de débattre et d'essayer de déterminer, tiens, mais quand on mène une enquête, puisque c'est de ça qu'il s'agit, quelle que soit l'enquête qu'on mène, il y a toujours un processus d'assignation qui risque de se mettre en place, c'est-à-dire quelle identité on assigne à ceux à qui on s'adresse. Par exemple, je me souviens que j'avais pu évoquer, par exemple, que lors d'une enquête dans les camps de réfugiés en ex-Yougoslavie, je m'étais rendu compte que la pratique de l'anonymat, c'est-à-dire de dire aux gens « parlez sans crainte », on ne dira jamais qui vous êtes n'importe qui, vous êtes un quiconque, vous avez perdu votre nom, et bien qu'en fait cette pratique était une assignation que paradoxalement, au moment même où on désassigne la personne de son identité propre, on lui assigne une nouvelle identité qui est l'identité d'être un n'importe qui. Or, c'était vraiment très problématique, puisque ce que les réfugiés ne cessaient de me dire, c'est « nous ne sommes pas des réfugiés ». Moi, j'étais monsieur un tel, j'avais des vaches, j'avais une ferme, j'avais un petit magasin. Et donc, me dire « je suis un réfugié », c'est vraiment m'enlever l'identité que j'avais pour m'en imposer une qui ne me convient pas du tout. Et je me rendais compte que la pratique de l'anonymat, qui est normalement de la routine dans les enquêtes sociologiques, redoublait la violence qu'on exerçait à leur égard. Et donc, je me suis rendu compte, par exemple, que toute forme d'enquête qui exerçait d'une certaine manière parce qu'elle convoquait, se trouvait toujours au risque de créer une assignation qui pouvait parfois même insulter ou d'une certaine manière affaiblir la façon dont les personnes pouvaient se vivre ou se présenter.
Et donc, comment on apprend à se présenter? Et donc, j'étais venue avec ça. Et donc, j'ai proposé qu'on prépare en amont un travail. Et je me suis rendu compte que je venais moi-même avec un texte de James que j'ai proposé aux participants, qui est un très, très beau texte qu'on trouvera dans le livre Le Pragmatisme. Alors, je ne vais pas lire le texte parce qu'il est très long. Je vais simplement résumer. De quoi est-ce qu'il parle, James? Eh bien, il va lui-même invoquer, là, un autre écrivain, un anarchiste, Swift. Et il va dire ce que M. Swift écrit, nous devons, nous philosophes, vraiment y prêter attention. Et qu'est-ce que Swift écrit à un moment donné? Eh bien, Swift écrit, vous savez, nos systèmes philosophiques, nos systèmes qui prétendent expliquer le monde, qui prétendent expliquer ce que c'est que la vie, qui prétendent créer des concepts qui rendraient notre vie plus claire, plus vraie, plus réelle, eh bien, en fait, qu'est-ce que ces concepts font, en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent prétendre face à, par exemple, et il va prendre le cas d'un certain John Corcoran, qui était un homme qui s'est suicidé. Et qui s'est suicidé pourquoi? Parce qu'après être tombé malade, il a perdu son emploi. Et puis, il a essayé de trouver un nouvel emploi et il a finalement réussi à trouver un emploi comme balayeur de la neige dans les rues enneigées. Et comme il était encore trop fatigué par sa maladie, il n'a pas pu le faire. Donc, il est allé se mettre au bureau, chercher du travail. Il n'a pas réussi à trouver. Et quand il est rentré le soir chez lui, ses enfants, sa femme n'avaient plus rien à manger. Et il y avait une lettre sur sa porte disant qu'il ne pouvait plus habiter là, qu'il était mis à la porte par son propriétaire. Et le lendemain matin, John Corcoran s'est suicidé. Et James disait, toute philosophie doit apprendre à parler devant l'expérience de John Corcoran. Et James a insisté, d'une certaine manière, et c'est Émile H qui le reprendra dans son très très beau livre « Ce à quoi nous tenons », eh bien, John Corcoran, nous ne pouvons pas parler avec lui. Nous ne pouvons pas parler de lui. Nous ne pouvons pas parler sur lui. Nous devons apprendre à parler devant les suicidés. C'est-à-dire, nous devons apprendre d'une certaine manière. Est-ce qu'il s'agit encore de convoquer? Je pense que oui, mais c'est un mode de convocation où il faut apprendre à parler devant. Et James a écrit par ailleurs dans un autre livre, dans Philosophie de l'expérience, quelque chose de très très beau. Il parle de la philosophie de la nature, mais on sait que James est aussi un moraliste et que ce qu'il va proposer ici va s'étendre à bien d'autres choses. Il dit « Et d'avance certaine d'échouer, toute tentative philosophique pour définir la nature, mais la nature, c'est nous aussi, qui prétendrait n'oublier le rôle d'aucun être, n'en laisser aucun à la porte qui pourrait dire « Par où vais-je entrer, moi ?» Tout ce que peut espérer une philosophie, le plus que peut espérer une philosophie, c'est de ne jamais fermer à tout jamais la porte à aucun intérêt. Quelles que soient les portes qu'elle ferme, elle doit laisser d'autres portes ouvertes pour les intérêts qu'elle néglige. Ce qui fera dire à Isabelle Stengers dans un commentaire de James, « Parler devant les absents, eh bien, c'est ceci. Il appartient aux philosophes de maintenir la mémoire vivante du problème. Et c'est quoi la mémoire vivante du problème? C'est-à-dire de penser en présence des revenants, de toutes les aspirations qui insistent sourdement pour être entendues alors qu'elles ont été exclues. » Alors donc, le problème de la convocation de ces êtres qui ont été exclus, de ceux qui n'ont pas de voix, de ceux qui ne sont plus là pour se protéger contre les assignations qu'on pourrait leur adresser, d'une certaine manière, qu'on pourrait leur imposer, mais en fait, ça traverse toutes nos enquêtes. Alors la deuxième enquête, vous vous souvenez, c'était enquêter avec des animaux. Et là, j'avais utilisé un petit tour de passe-passe en n'essayant pas de voir, tiens, mais comment est-ce que les scientifiques, ce que j'aurais pu faire, qui fait le fond de commerce de mon travail, c'est comment est-ce que les scientifiques convoquent des animaux, comment est-ce qu'ils convoquent les gens à s'intéresser à leurs corbeaux, à leurs primates, à leurs babouins, etc. J'avais utilisé plutôt le mode de la fiction, qui est un peu dans le droit fil aussi de ce qu'on travaille dans les assemblées participatives, en me disant, j'avais raconté l'histoire de scientifiques du futur qui essayaient d'apprendre à bien traduire une littérature. Donc on reconnaît aux animaux une littérature dans le futur, on leur reconnaît la qualité d'écrivain, la qualité de fabricateur de récits. Et si j'avais utilisé ce tour de passe-passe, c'est que je me disais, on est dans un théâtre des futurs possibles, on est dans un projet, un imaginaire des futurs possibles. Pourquoi ne pas, en effet, commencer à imaginer qu'est-ce que les scientifiques, dans ce qu'ils font déjà, promettent pour l'avenir par rapport à leurs recherches sur les animaux. Et d'une certaine manière, je convoquais des scientifiques du futur, donc des êtres
en fait, qui existent déjà, parce que ces scientifiques du futur, on le découvre, finalement, ils ne sont pas très éloignés des scientifiques du présent. Il y a déjà des intuitions communes, des passions communes, des curiosités communes, des générosités communes. Mais en même temps, ça me permettait de convoquer les animaux eux-mêmes, de les convoquer de manière peut-être un peu plus directe dans des talents d'écrivain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ce que je convoque là derrière, c'est que je convoque plus largement les gens qui pourraient être intéressés à cette histoire à être sollicités par des nouvelles formes de cohabitation. Et donc voilà pour le deuxième. Aujourd'hui, donc, on est donc convoqué, je vais y revenir. Et puis le dernier thème, eh bien, on devra apprendre à convoquer des morts. Ou peut-être, et je pense que c'est là où on arrivera aussi, apprendre à se laisser convoquer par des morts. Et donc on a commencé à travailler tout ça, John Corcoran, apprendre à parler devant les suicidés. Et donc chacun de nos collaborateurs, des séminaristes, des scientifiques et des artistes qui nous ont rejoints, eh bien, sont venus avec des histoires. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient ouvert le terme convoqué à des significations auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Moi, j'étais restée dans le truc bien convoqué, mal convoqué. Et en fait, on a eu un texte qui allait tout à fait dans le sens de faire cette différence, mais de la faire de manière très, très fine. Et c'est le texte... d'Adrien Roup, qui est un des artistes, chercheurs, séminaristes, oui. donc comédien, metteur en scène. Qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui parce qu'il est souffrant, mais pourtant courageusement, il a partagé avec nous l'après-midi d'hier par Zoom. Et son texte faisait une différence, enfin un contraste, pas une différence, c'est un contraste, entre une mauvaise convocation qui pourtant aurait pu bien commencer et une convocation qui s'est bien déroulée. Et quelles étaient les différences qu'il pouvait percevoir? La première, c'était la convocation au service militaire, où il est allé avec curiosité en se disant, tiens, voilà une expérience qu'on me propose. Et puis, voilà, bon, mais la curiosité n'a pas été, je vais dire, ce qui était objet de curiosité n'a peut-être pas été au rendez-vous. Alors que la deuxième, il a été convoqué par des chamans, ou en tout cas, il a convoqué une expérience chamanique qui, elle, est restée pour lui quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, on le remercie aussi pour son texte. On ne pourra pas le lire parce qu'il est long et parce qu'on a privilégié la présence, on a privilégié la convocation. Alors, dans ce séminaire, finalement, ce qu'on apprenait, c'est que, d'une part, la logique, la cohérence qui nous faisait de dire, mais le jour où on parle d'apprendre à convoquer, c'est la moindre des choses que tous ceux qui nous aident à élaborer le matériau avec lequel on partage les assemblées participatives, le matériau des conférences et tout, la moindre des choses, c'est de nous aussi apprendre à les convoquer et à se laisser convoquer par eux. Et se laisser convoquer par eux, ça voulait dire quoi? Mais ça voulait dire d'apprendre que le terme convoqué, il avait d'autres sens que je n'imaginais pas du tout, parce qu'ils étaient portés par des gens qui ont des pratiques artistiques, qui ont des pratiques d'enseignement, on va le voir, qui ont des pratiques d'exploration, qui ont des pratiques professionnelles bien différentes. Et on a remarqué qu'en fait, parler de convoquer, c'était aller trop vite. Et qu'en fait, il fallait d'abord en passer par un autre terme que tous les participants, d'une manière ou d'une autre, ont, d'une certaine manière, fait sentir. Et c'était le terme évoqué. Et qu'en fait, la plupart des travaux, commençaient par dire, nous, ce qu'on fait, même s'ils ne le disaient pas explicitement, mais remarquez qu'il y avait une première étape qui était une étape de l'évocation, que l'œuvre artistique peut évoquer, que la recherche scientifique peut évoquer, qu'une enquête peut d'abord évoquer, et que cette évocation peut tourner en convocation, sans que soit déterminé qui va être convoqué. Est-ce que c'est le chercheur? Est-ce que c'est l'artiste qui est convoqué par l'œuvre à faire, par l'enquête à mener, par les êtres qui sont concernés, par des êtres qui appellent depuis le passé pour pouvoir être rappelés, ressuscités, réactivés, à qu'on leur donne, comme dit James, qu'on lui rouvre une nouvelle fois une porte qui avait pourtant été fermée. Bref, on a remarqué. Et qu'à partir du terme évoqué, on pouvait, en effet, et que c'était là une des possibilités de réussite ou d'échec, de l'évocation, c'était de tourner en convocation, que quelqu'un se sente convoqué, qu'une convocation soit faite. Et puis, on a vu qu'en fait, la convocation pouvait elle-même prendre une forme très particulière, qui est une forme artistique très particulière, ou littéraire, ou scientifique, c'est l'incarnation. Et donc, c'est un peu le fil qu'on va suivre tout au long de notre parcours pendant cette polyvocale, cette conférence polyvocale, cette conférence résultat de multiples convocations et de co-convocations, parce qu'il s'agit de co-convocation ici. Et donc, rappelons-nous, donc, je vais reprendre, et en fait, on va refaire le parcours total de notre cycle, dans la mesure où d'abord, on va reprendre l'idée de l'assignation, parce qu'on a eu en effet des expériences, des rendus de convocation qui mettent en scène l'assignation, mais dans un tout autre sens que celui que j'avais moi-même convoqué ou mobilisé dans la première conférence. Et puis, on aura les vivants, pas seulement les animaux, on aura les vivants. Et puis, on aura,
apprendre à convoquer, qu'est-ce qu'on peut donner comme signe. Et puis, on aura comme 4e thématique, ressusciter. Ressusciter des êtres qui ne sont plus, ressusciter des voix, ressusciter des corps, ressusciter des gestes, ressusciter des expériences. Et ce sera, je vais dire, c'est là où l'incarnation va jouer vraiment à plein régime. Alors donc le premier, donc on revient au début de notre longue enquête, on revient au premier moment de cette enquête, je crois que c'était au mois d'octobre ou quelque chose comme ça. On revient au thème de l'assignation. Et là, eh bien, il y a Mylène, Leïla Chakroun, qui est à ma gauche, qui est chercheuse en sciences de l'environnement, qui va nous faire part d'une de ses expériences. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec chacun, donc, on a essayé, à travers le récit, c'est vraiment la pratique du récit, comment est-ce qu'on raconte des cas qui viennent de l'endroit où on travaille. Et puis avec toujours cette dimension quand même assez ouverte et critique, qui est de se dire justement par rapport à cette question d'être attentif à ceux qui pourraient blâmer nos doctrines, c'est-à-dire justement de s'interroger face à ceux qu'on essaye de convoquer, d'assigner. Quelle est notre responsabilité en quelque sorte, et comment est-ce qu'on peut adopter une posture qui soit au plus près, la plus sensible, la plus fine, pour que l'expérience soit réussie, aussi bien pour celui qui est l'enquêté que pour l'enquêteur. Donc Leïla va nous raconter son histoire, qui commence par une forme d'assignation et de désassignation. Et donc je répète la phrase de James, la dernière, quelle que soit, parce que c'est ce que Leïla vraiment va nous montrer, quelles que soient les portes que la philosophie ou la recherche ou l'enquête ferme, elle doit laisser d'autres portes ouvertes pour les intérêts qu'elle néglige. Merci Leïla. Merci à vous. Alors moi, l'histoire que je vais vous raconter, elle est tirée de mon enquête de terrain dans la thèse que je fais sur le mouvement de la permaculture en Suisse et au Japon. Et moi, j'ai adopté une démarche plutôt anthropologique, donc proche de mon terrain d'études, proche des permaculteurs, donc des personnes qui pratiquent la permaculture aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt un mouvement qui promeut des pratiques alternatives de la terre, une culture de la terre plus écologique, plus respectueuse du vivant. Donc une pratique agricole aussi. Et donc, je suis allée rencontrer beaucoup d'agriculteurs dans ce cadre-là, une diversité de pratiques, d'histoires de vie. Et en fait, je suis aussi, en même temps que mon doctorat, je suis assistante. Et dans ce cadre-là, on devait organiser un colloque sur les agricultures alternatives qui avait comme perspective la tension entre scientificité et spiritualité dans les agricultures alternatives. Et on adressait en fait cette tension-là parce qu'en fait, la culture occidentale dominante, elle a longtemps opposé le scientifique au spirituel en valorisant l'un au détriment de l'autre. Et on avait un peu des intuitions, en fait, les organisateurs du colloque surtout, qu'il y avait quelque chose qui se jouait dans les agricultures alternatives, dans le fait qu'elles essaient de dépasser en fait cette dualité science-spirituelle. Et moi, comme j'avais un peu un accès privilégié au terrain, j'ai eu carte blanche sur qui je voulais faire donner à voir à ces participants à ce colloque-là lors de la dernière journée d'études. Enfin, il y avait 3 jours de colloque. Et je pense qu'ils ont tous un peu cette tension entre spirituelle et scientificité dans leur pratique. Mais il y en a un qui m'a paru plus intéressant qu'un autre ou plus approprié pour l'occasion, pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, il s'affichait ouvertement plus spirituel que d'autres. Et je pense qu'en fait, il s'est plutôt senti valorisé par le fait que je l'assigne un peu à cette tension, alors que d'autres, peut-être, n'auraient pas voulu être qualifiés de personnes qui font dialoguer spirituel ou scientifique. Il y en a certains qui sont très, très fiers d'être très scientifiques dans leur approche de la permaculture. Et aussi parce qu'en fait, vu que la culture occidentale dominante privilégie encore le côté scientifique, c'est difficile de donner de la légitimité au mouvement de la permaculture en la rendant très spirituelle. Enfin, c'est quelque chose qui est difficile à porter aujourd'hui, d'avoir des démarches trop spirituelles. Et cette personne-là en particulier, cet agriculteur, par contre, lui, il n'a pas de honte particulière, il est fier et il pense que c'est très important en fait, d'avoir une spiritualité dans sa pratique. Et ce qui m'a paru aussi intéressant, c'est qu'en fait, de par son lien assez fort, assez marqué
au spirituel, il s'est fait un peu invisibiliser par le mouvement lui-même. Et donc ça, c'est mon interprétation à lui. Il m'a pas demandé de porter sa voix. Donc c'est moi, par mon engagement aussi dans le mouvement de la permaculture, auprès d'autres personnes, où j'ai senti un peu qu'il y avait une gêne par rapport à un trop de spiritualité dans le mouvement de la permaculture, et voilà, que ça l'avait un peu invisibilisé, un petit peu marginalisé peut-être, malgré qu'il soit quand même sur le devant de la scène pour d'autres choses. Et je me suis dit, c'est intéressant pour... voilà, c'est vraiment... il représente vraiment cette tension entre ces deux pôles. Et donc, j'ai voulu, en fait, ouvrir la porte de l'académique, faire rentrer les académiciens chez lui. Et du coup, on est allés tous ensemble à l'issue du colloque, après toutes des présentations assez intéressantes sur la biodynamie, sur la permaculture, sur différents modes de pratiques agricoles. On est allé chez lui, il s'est présenté, voilà, il nous a donné à voir sa pratique, son histoire de vie. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il racontait de manière assez naïve comment lui, il s'est surpris lui-même à être de plus en plus spirituel, alors que c'était quelqu'un de vraiment très pratico-pratique, qui est issu d'une famille agricole, il a reçu en héritage des terres qui étaient en agriculture conventionnelle. Et donc, voilà, au fur et à mesure de ses expériences, il s'est surpris à être de plus en plus spirituel par voilà, des expériences qu'il a faites, des retours positifs qu'il a eus du vivant, des autres humains. Et puis, voilà, l'histoire de la convocation, quand j'ai dû apprendre à le convoquer, c'était en fait à l'issue du colloque, on a décidé de faire des actes de colloque, donc de publier un livre. Moi, je n'avais pas fait de présentation, mais ils m'ont dit, tu auras un petit chapitre sur un retour de la visite. Et en fait, il s'est avéré juste un descriptif de ce qu'on avait vu et d'un peu un portrait robot de cette personne, c'était pas du tout intéressant, c'était pas un format qui avait lieu d'être dans un ouvrage académique. Et du coup, avec des allers-retours avec l'éditeur, avec les co-organisateurs du colloque, on a essayé de trouver un format qui soit approprié pour ce genre de publication scientifique, tout en étant très proche du terrain, donc en fait qui satisfasse les multiples engagements que j'avais. Donc mon engagement auprès de l'université en tant que doctorante, donc je dois être formée à ce genre de démarche, de publication, mon engagement auprès du mouvement de la permaculture, parce que j'avais pas envie d'être discréditée pour avoir écrit des choses fausses, puis mon engagement auprès de cette personne-là qui nous a ouvert ses portes, et puis du respect que j'ai pour lui et du fait qu'il nous ait accueillis avec beaucoup de générosité. Et donc, en fait, il s'est avéré qu'en fait, ce texte, il a dû changer énormément de fois. Il a pris plus d'1 an à être écrit parce que je devais faire des ping-pong entre les éditeurs, entre lui, pour que chacun puisse jauger de la qualité de mon texte. Et du coup, voilà, il a vraiment beaucoup évolué. J'ai finalement fait appel à des concepts académiques pour voir un peu faire le dialogue entre une approche très descriptive, peut-être trop anthropologique, où je décris vraiment exactement la manière dont lui se présente à nous, et une manière peut-être trop dézoomée qui en fait décrédibilise ce qu'il dit. Et donc il y avait certains concepts de la sociologie, celui d'entrepreneur frontière entre autres, qui en fait permet d'avoir, je trouve, la distance suffisante pour ne pas coller à l'identité que lui-même se donne, mais tout en valorisant ce qu'il fait d'une autre manière. Et donc ça, c'était la richesse en fait des concepts sociologiques, de l'académie, la richesse du vocabulaire de l'académie qui m'a fait pouvoir prendre peut-être la bonne distance. Et ce qui s'est passé, c'est que il me l'a jamais dit ouvertement, mais je crois qu'il a apprécié ce texte. Il s'est senti valorisé par ce texte, je pense. Et en fait, il l'a publié lui-même sur son site internet, ce que j'ai appris par la suite. Et du coup, je me suis dit que c'était rigolo dans le sens où lui-même, en fait, m'a publié, lui-même m'a valorisé, il m'a ouvert la porte aussi à un autre lectorat, et on s'était en fait auto-publié, mutuellement publié
mutuellement peut-être valorisés. Et c'était pour ça que je tenais à raconter cette histoire. Merci Mylène. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, il y a quelque chose que tu viens de répéter, mais que tu avais dit avec d'autres mots hier, et je vais reprendre les mots, et puis peut-être qu'on peut reprendre les mots que tu as dit aujourd'hui. C'est qu'en fait, à un moment donné, donc tu disais hier que tu lui avais, par exemple, tu avais trouvé un concept pour le définir, qui est le concept d'entrepreneur frontière. Peut-être que ça vaudrait la peine que tu expliques un peu ce que c'est que ce concept d'entrepreneur frontière, parce que c'est très joli et c'est quelque chose que tu as vraiment fabriqué et qui me permettra à moi de reprendre la phrase par laquelle tu as dit après « Je n'ai pas voulu, j'ai essayé de ne pas le caractériser par ses propres mots ». Et ça, je pense que c'est très important dans une convocation. Donc, je te laisse entrepreneur frontière. Alors le concept en tant que tel, il a déjà été mobilisé, mais je vais peut-être donner un peu une autre définition dans la manière dont je me l'approprie. Mais c'est qu'en fait, comme il était à la frontière de plusieurs univers, par exemple, il est autant dans le mouvement de la permaculture que dans la biodynamie, il fait aussi de la thérapie énergétique, il touche un peu au chamanisme. Et en fait, d'un côté, ça peut paraître très bricolé, très instable, et puis on se demande comment tout ça tient pour lui. Est-ce qu'il y a vraiment une cohérence pour lui? Comment lui donne consistance en fait à ce qu'il fait? Et avec ce concept, j'ai l'impression d'avoir réussi à capter un peu le rôle qu'il pourrait avoir dans le mouvement de la permaculture ou dans d'autres mouvements. C'est qu'en fait, en se situant jamais complètement ni dans la permaculture ni dans la biodynamie, en fait, il se situe à la frontière de tout ça. Il permet le dialogue, et le dialogue, il est parfois conflictuel, mais en tout cas, il existe grâce à lui. Il suscite la dispute dans le bon sens du terme. Et voilà, il rend un peu poreux, mais ça provoque quelque chose, en fait, le fait qu'il soit à la frontière, parce que tous ceux qui sont dans la permaculture disent « Non, mais ce qu'il fait, c'est plus de la permaculture ». Mais ça l'a quand même un peu, du coup ça leur demande de se redéfinir par rapport à lui, et voilà, c'était peut-être ce rôle-là qu'il est en train de jouer dans les différents mouvements d'agriculture alternative aujourd'hui. Alors voilà pourquoi j'insistais, c'était qu'il me semble qu'ici on a quelque chose, alors tu as dit à un moment donné, et c'est très, très juste, quelque chose qui, il y a quelques années d'ici, chez moi aurait déclenché tout de suite un réflexe. J'ai pu mettre de la distance grâce à mon savoir, grâce à mes concepts, grâce au savoir académique. Et puis je me rends compte aujourd'hui, dans cette pratique-là, que la question de la mise à la distance n'est pas du tout quelque chose qu'il faut rejeter d'entrée de jeu, c'est au contraire quelque chose qui est ici et qui pourrait l'être ailleurs, de très intéressant. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que ce que tu dis avec la mise à distance, de te mettre toi à distance, donc de ne pas décrire dans ses propres mots, c'est que tu offres un terrain de jeu. C'est-à-dire un espace de jeu, je veux dire par là, un espace où les articulations redeviennent souples. C'est-à-dire que tu le sais très bien que si tu le définis publiquement ou avec ses propres mots, que si par exemple tu racontes qu'il préfère des élixirs d'amour limace plutôt que de contre limace, je reprends un autre exemple que tu me donnes, parce que les intentions qui accompagnent une adresse en quelque sorte, les intentions qui accompagnent une adresse, c'est-à-dire la manière de s'adresser aux limaces, peut avoir énormément d'importance, et que ça c'est inentendable, à la fois pour les gens de l'académie, pour les matérialistes, etc. Mais ça peut être inentendable aussi pour les gens qui font de la permaculture, parce qu'ils ont peur qu'on les traite de fous, qu'on les associe à une image beaucoup trop ésotérique, beaucoup trop irrationnelle. Et donc toi, tu vas dire, ici, il me faut du jeu. Et donc ce que tu fais, c'est cette distance, elle est hyper importante, parce qu'en créant cette distance, tu offres en effet du jeu sur la manière de présenter, tu offres plus de flexibilité et plus de marge de manœuvre et peut-être plus de possibilités de diversifier la manière de se présenter et d'entendre. Ça, c'est le premier point. Et puis, je me dis, c'est vraiment intéressant, c'est donc ce que ta convocation fait. En fait, tu es convoqué par lui, parce que c'est ici aussi que je disais, ce qu'on apprend, c'est tu commences par l'évoquer, tu te sens convoqué, et puis finalement, c'est peut-être lui qui t'a convoqué. Et ce que tu as fait, c'est bien traduire cette convocation. C'est-à-dire, s'il me convoque dans ces termes-là, de valoriser, par exemple, le fait qu'il y ait des élixirs bien intentionnés à l'égard des limaces et que ça suffirait, je vais mal répondre à cette convocation, parce que cette convocation va finir par échouer. C'est-à-dire que tout ce que je voudrais produire, c'est-à-dire, d'une certaine manière, lui apprendre avec lui la bonne manière de se présenter l'un et l'autre, la bonne manière de se présenter mutuellement, eh bien, il faut le faire avec des questions de diplomatie,
de distance, de réflexion sur comment est-ce qu'on passe de l'évocation à être soi-même convoqué en passant par une convocation. Et je me disais, donc, c'est des propositions de manière de se présenter. On est très proche de l'enquête de John Dewey, finalement, même si on en est quand même encore éloigné. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tu travailles avec lui sur une manière qui lui permet d'être de nouveau ou d'être d'une certaine manière dans un collectif et de manière qui permet à ce collectif à la fois d'être fier et à la fois d'être entendu. Il y a à la fois de... Alors tu dis aussi quelque chose de très joli, c'est que tu dis, et je vais l'appeler l'entrepreneur frontière, et hier quand tu en parlais, j'ai trouvé déjà ça magnifique, mais aujourd'hui tu viens de préciser l'intérêt de ce concept, et tu viens enfin, en tout cas je l'entends aujourd'hui plus clairement, tu dis à la fois, ça rend la frontière poreuse, et donc, ça veut dire qu'on rejoue, on reconfigure, on redessine les espaces et la manière dont ils se situent par rapport à une extériorité. L'extériorité, elle est où maintenant ? Qu'est-ce qui est non-permaculture ? Qu'est-ce qui est oui, et même au sein de la permaculture ? Mais aussi, une frontière, et c'est très joli parce que tu l'as évoqué, c'est un lieu de dispute. Une frontière, c'est un lieu de très haute conflictualité. C'est d'ailleurs, moi, quand j'ai travaillé sur les oiseaux, quand j'ai dû travailler, qu'est-ce que c'est qu'un territoire chez les oiseaux, où je suis arrivée avec la théorie qui m'a paru le plus intéressante de toutes les théories pour définir ce que c'est qu'un territoire chez certains oiseaux, parce qu'on ne peut pas dire les oiseaux en général, c'est un lieu, en fait, de très haute socialité. Et que le territoire, c'est en fait un lieu qui permet de concilier des besoins d'être seul et de ne pas avoir tout le temps les interférences des autres, mais de continuer à avoir une très haute socialité. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette haute socialité ? Comment est-ce qu'on l'active ? On va discuter avec les voisins aux frontières. On chante, on parade, bref, on met les enjeux très élevés, ce qui active la socialité. C'est même pas une des hypothèses, c'est une hypothèse de certains ornithologues, Fraser, Darling et Fisher, notamment. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, cette pensée un entrepreneur frontière, non pas un entrepreneur de frontières, mais un entrepreneur frontière, à la fois sur le mode de la porosité de ces frontières, sur le mode de la contrebande qu'il y propose, mais contrebande qui va pouvoir tourner à un moment donné sous une forme de porosité, c'est ça aussi, qui va redéfinir la frontière comme un endroit très poreux, qui n'est plus une fermeture vis-à-vis de l'extérieur, mais au contraire un endroit de très haut passage et de trafic des plus intéressants. Il y a un endroit de conflit et de conflit d'intérêts et d'intérêts divergents, et de conflit aussi sur la bonne manière de se présenter. Qui es-tu ? D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Et donc tout ça, je pense que ça apprend vraiment quelque chose où l'enquête scientifique que tu proposes est une réelle co-convocation, c'est-à-dire un système de convocation où tu as été convoqué, mais tu as dit aussi, d'une certaine manière, on doit apprendre à se convoquer, ça veut dire qu'on doit définir les bons modes de convocation et on ne se présente pas n'importe comment. Et donc, c'est un changement identitaire que tu proposes. Alors, identitaire, pas au sens identité, mais c'est un changement des manières de se présenter qui, d'une certaine manière, rendent la personne présentable. Voilà, c'est non plus sur le mode je suis seul avec des convictions que je serai seul à partager, mais en sachant que j'ai raison, parce que c'est ça aussi qu'on sent dans cette histoire, mais c'est des convictions qui peuvent être partagées. Dans quelle mesure est-ce qu'elles sont partageables, ces convictions-là ? Et je crois que c'est là où tu es allé chercher. Tiens, là, je cherche là où ce sont des convictions qui sont partageables, là, ce sont des conflits qui sont relativement praticables, là, ce sont... Bref, donc c'est pour ça qu'il me semblait ouvrir sur la question de l'assignation par le fait d'accepter, d'une certaine manière, de travailler sur des manières d'apprendre à présenter les autres. Merci beaucoup. Merci. Alors, voilà, bien, on va passer maintenant à... C'était Jean Chamel. Oui, c'était donc la deuxième enquête. Donc, on a notre témoin pour venir explorer une autre voie à propos de notre deuxième enquête, qui était une enquête sur apprendre à convoquer des animaux chez nous. Et Jean va nous proposer, lui, d'élargir cette enquête, parce qu'il ne s'agira pas d'animaux, il s'agit des vivants, des non-humains plutôt, et il va nous parler de nouveau, ça commence peut-être par une évocation, ça commence par une convocation, ça commence peut-être par une invocation, je ne sais pas très bien, je vais te laisser déplier ça complètement, et donc, voilà, on va voir qu'il y a aussi des questions, finalement, on va voir, enfin, moi, ce qui m'a passionné dans cette histoire, c'est que la convocation devient une convocation à être sollicitée par d'autres êtres. Merci Vinciane et Claire. Alors je contextualise un tout petit peu. Donc j'ai fait une thèse à l'Université de Lausanne entre 2012 et 2018. Et je me suis intéressé à des réseaux d'écologistes à partir desquels a émergé ce qu'on connaît assez bien aujourd'hui sous le nom de collapsologie.
Et mon enquête m'a mené, initialement c'était entre la France et la Suisse romande, et mon enquête m'a mené jusqu'en Belgique pour observer sur quelques jours ce qu'on appelle des ateliers de travail qui relient, qui sont des ateliers qui ont été conceptualisés par une activiste américaine, Joanna Macy, et qui sont assez populaires et assez pratiqués dans les milieux de la collapsologie, notamment des fondateurs de la collapsologie, en pensant notamment aux auteurs du livre qui a lancé tout cela, qui sont donc Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui ont écrit « Comment tout peut s'effondrer », qui a été publié en 2015. Je me suis donc rendu en 2015 à cet atelier de travail qui relie sur 4 jours, dans un petit village des Ardennes belges. Et il y avait différents exercices qui cherchaient à passer par les différentes étapes donc, de ce travail, étapes qui sont exprimer sa gratitude pour le monde, exprimer également, honorer sa douleur pour le monde qui va mal, qui est en train de s'effondrer, mais aussi voir notre monde d'une autre manière pour enfin aller de l'avant, dans une démarche proactive. Donc, il y avait des exercices, des rituels, et j'en retiens un en particulier qui m'avait particulièrement marqué et qui nous intéresse aujourd'hui, qui est ce qu'ils appellent, ce que les organisateurs donc, appellent une conversation sauvage. Donc on était une douzaine, je crois 14 peut-être participants, et une demi-journée donc sur ces 4 jours, il pleuvait et on était dans une forêt bien humide du mois de mai des Ardennes belges. Et pendant peut-être une petite heure, on était invités à partir seul dans la forêt et à entamer une conversation sauvage, sans avoir vraiment en tête vers quel être, donc vivant mais non humain, cette conversation allait s'engager. Donc il y avait quelque part à ce niveau-là l'idée d'être convoqué par un être en particulier, mais aussi de convoquer, puisque au final c'était quand même une décision qui nous appartenait d'entamer cette conversation. Je me souviens avoir croisé une limace et puis m'être rendu compte que ça n'allait pas marcher avec la limace, donc je m'étais éloigné encore de quelques pas. Et j'étais tombé sur une mousse, une belle mousse qui s'était développée à l'ombre d'un arbre qui était tombé. Et j'ai passé donc une demi-heure à essayer de converser avec cette mousse. La conversation qui n'était pas évidente parce que donc moi je suis chercheur, intellectuel, très visuel et très dans le rationnel et dans le discours. Et on n'avait pas d'instruction particulière. On nous disait, voilà, vous conversez. Donc, j'essayais de converser avec la mousse. Donc, je lui posais des questions, je faisais les questions, je faisais les réponses. Bon, je la touchais quand même un peu. Il y avait quand même aussi un aspect tactile. Et c'était une expérience intéressante parce que je pensais passer beaucoup de temps dans ce qu'on appelle la nature. Mais je me rendais compte à cette occasion-là que les expériences que j'avais étaient toujours en mouvement et liées à des schémas très humains, de monter au sommet de la montagne, de la descendre en skiant, etc. Et de finalement peu souvent prendre le temps de vraiment observer et donc essayer d'avoir cette conversation. Donc on pouvait voir là une espèce de forme de convocation envers cet être soi-disant sauvage, non humain. Mais ça marchait plus ou moins bien. Et puis je restais dans des schémas très humains, finalement, d'essayer de dialoguer, et de parler, finalement, et de faire les questions et les réponses, comme je le disais. Ensuite, j'ai eu, suite à cette expérience-là, qui m'avait un petit peu marqué quand même, j'ai eu d'autres occasions de faire d'autres conversations, soi-disant sauvages, dont une que j'avais d'ailleurs moi-même essayé d'organiser avec quelques amis, où j'avais, dans une perspective un peu plus latourienne, décidé de mettre le sauvage de côté et donc de proposer de mener cette conversation avec un être ou un objet qui n'était pas forcément vivant, un ami ayant choisi d'ailleurs une de ses chaussures qu'il avait accompagné des longues années. Donc il nous avait fait un compte-rendu d'ailleurs assez intéressant. Les années un peu ont passé et dans une autre de ces conversations dans laquelle je me suis retrouvé impliqué pour une autre raison, je sentais que j'avais un petit peu progressé dans cette réflexion, dans le sens où là c'était un arbre, un bel arbre dans un petit bout de forêt, où finalement je ne cherchais plus le dialogue et à faire des questions et des réponses, mais j'étais plus dans l'observation
dans la présence, quelque part, en ayant en tête, là ça nous renvoie un petit peu à la présentation de Leïla, l'approche notamment de Rudolf Steiner, des sciences goethéennes, donc de l'idée d'être sensible à l'être et de ne pas chercher à rentrer dans des catégories, mais à essayer de le saisir dans son entièreté. Donc on voit là aussi la porosité des frontières entre scientificité et spiritualité, pour reprendre les termes de ce colloque auquel j'avais également participé. Je crois que j'ai posé l'essentiel, mais j'évoquerai peut-être brièvement une dernière expérience plus récente. Donc c'était de nouveau dans un travail qui relie, puisque je vais écrire un article scientifique de recherche autour de ces ateliers. Donc ça m'a transporté cette fois en Catalogne pour un nouvel atelier, donc sous une autre forme qui a un autre nom qui s'appelle le Conseil de tous les êtres. Donc là encore, on peut faire des liens avec Latour et son Parlement des choses, je crois, des êtres. Et il y avait de nouveau un autre exercice qui n'était pas cette fois une conversation, mais qui était aussi très intéressante, qui consistait en binôme à se bander les yeux mutuellement et se laisser guider par l'autre personne pour aller découvrir des êtres également naturels, comme on le dit. Et c'était une expérience extrêmement intéressante pour moi, d'une part d'avoir les yeux bandés, ce qui m'ouvrait finalement, ce qui finalement me rendait aveugle à mon mode de connaissance principal et de réflexion également. Et donc, il y avait une sensibilité qui se développait en termes d'odorat notamment, des bruits aussi. Et il y avait aussi un aspect très sensuel, presque érotique, je dirais, qui était absolument passionnant. Et donc voilà, c'est aussi une enquête personnelle, en plus de l'enquête scientifique que je mène, qui, je pense que Vinciane va revenir sur ce que j'ai dit, elle le dira peut-être même mieux que moi, mais où l'on voit que finalement, on se retrouve à vouloir convoquer avec nos modes de pensée, d'agir, d'expression, de communication humains, et on se retrouve peut-être finalement à être convoqué par ces êtres de la Terre, pour reprendre la belle expression de Marisol de la Cadena. Voilà. Merci beaucoup, Jean. En fait, moi, j'avais trouvé que c'était très joli parce qu'on faisait... Alors, ici, on avait une autre bifurcation par rapport aux effets d'une convocation et par rapport... En fait, je pense que ce qu'on est en train de parler, d'évoquer, et qui était d'ailleurs ce qui nous est arrivé hier au fur et à mesure qu'on essayait de créer, de tisser des liens, de comprendre, mais de quoi on parle? Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Non, on ne parle pas de la même chose. Raison de plus pour s'intéresser alors, mais qu'est-ce qui nous relie ensemble? Et on devrait parler des aventures de la convocation. Et je parle des aventures de la convocation parce que, je vais dire, quand il y a convocation, il y a une mise en risque. Il y a une mise en risque qui peut d'ailleurs être désastreuse. Il y a des mauvaises convocations, des convocations assignatrices, des convocations qui vont affaiblir. Il y a des convocations qui ferment des portes pour ceux qui n'ont pas été convoqués. Bref, tous les mauvais risques, tous les risques toxiques d'une convocation ratée, d'une convocation arbitraire, d'une convocation tyrannique, d'une convocation sans sensibilité, bref, tout ça. Et puis, on parle d'aventure de la convocation aussi parce qu'on voit qu'il y a à un moment donné où on essaye de convoquer et puis on rate. Et donc, par exemple, quand Jean décrit la convocation de la mousse, il raconte très clairement, et il le raconte avec une lucidité joliment humoristique. C'est bon, peut-être que parler à la mousse, c'est peut-être pas un bon mode de convocation, et il est normal qu'elle n'ait pas vraiment répondu sur un mode de mousse. Et si elle t'a répondu, tu sais bien que c'est pas la mousse qui te répondait ce jour-là. Et donc là, je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, ici, on parle d'une aventure de la convocation, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une aversion, et que tu vas comprendre que peut-être que convoquer la mousse, c'était d'apprendre à te laisser convoquer par elle, c'est-à-dire, et en sachant que c'est du bricolage, que c'est très approximatif, qu'on ne sera jamais de la mousse, que tout ce qu'on peut faire, c'est des approximations, mais on aura tenté l'aventure, et on ne pourra pas savoir si la convocation réussit ou ratée, mais on pourra savoir, est-ce que j'ai, et c'est là où ton histoire me semblait tout à fait une ouverture à la deuxième enquête qu'on menait, donc les enquêtes avec les animaux, comment convoquer des animaux, comment convoquer d'autres êtres, c'est que tu as augmenté d'une certaine manière ta capacité à être sollicité. Et cette augmentation de la capacité à être sollicité, c'est, me semble-t-il, là la réussite d'une convocation. C'est-à-dire, on convoque des êtres à qui on va espérer pouvoir conférer la puissance de nous solliciter beaucoup plus, c'est-à-dire de nous signifier leur importance, de nous signifier peut-être même les modes d'adresse avec lesquels
on pourrait espérer entrer en commerce avec eux, même avec de la mousse. Puis ça pourra t'entraîner à être un jour curieux. Qu'est-ce que c'est que la mousse? Faire une recherche scientifique et puis devenir un grand spécialiste amateur des mousses. Et pas seulement des mousses de bière, non, des mousses et de me faire mousser, comme disait mon ami Émilie Herman de l'association Ding Dang Dong. Apprendre à faire mousser les choses, ça c'est aussi extraordinaire. Et donc, ce que tu as fait, me semble-t-il, et c'est pour ça que j'étais tellement intéressée par ce que tu racontais, c'est que tu avais inversé le sens de la convocation. C'est-à-dire que à un moment donné, tu t'es rendu disponible à être convoqué. C'est ça que j'appelle augmenter la capacité des êtres à nous solliciter. Ce qui me semble... On revient avec William James. C'est garder, quand Isabelle Stengers disait garder la mémoire du problème vivant, c'est pas le problème conceptuel, c'est garder toutes les étapes par lesquelles on est passé et qui nous a, dans certaines étapes, obligés à négliger certains êtres. Comment est-ce qu'on garde vivante cette mémoire de ce qu'on a négligé afin que les portes ne soient pas définitivement fermées, afin que si Z viennent frapper en disant, on puisse à un moment donné se dire, peut-être que celui-là, on a eu tort, ou peut-être qu'on n'a pas eu tort, mais on sait qu'on a dû se désintéresser de lui, diminuer sa demande à être pris en considération. On a dû ne pas entendre, on a dû faire un malentendu au double sens du terme par rapport à sa demande d'être pris en considération. Et puis là, évidemment, je vais dire, on a donc première convocation ratée. Je convoque la mousse, mais sur un mode qui ne permet pas à la mousse de vraiment me solliciter. C'est moi qui la sollicite et elle ne peut pas répondre à cette sollicitation. Ça ne l'intéresse visiblement pas trop en tant que mousse. Donc, c'est tout ce qu'on pourra dire, c'est pas grand-chose. Et puis, une inversion de convocation, se faire convoquer par les choses, augmenter la puissance des choses, d'une certaine manière, conférer aux choses la puissance de nous solliciter, augmenter sa propre disponibilité à l'égard de l'importance que les choses revendiquent avoir à nous faire entendre, pas à nous. C'est un nous très, très, très impersonnel, hein, c'est pas à nous qu'elle s'adresse, mais on est là, donc il faut que ce nous, on va remplir la case du nous. Et puis on arrive à la troisième expérience qui m'a passionnée, parce qu'on a parlé de l'érotisme. Et que se posait à un moment donné la question, c'est est-ce que l'érotisme était dû à la situation, à la personne, à l'humanisme. Et finalement, on est arrivé à de dire, mais ça, c'est une convocation, une pluriconvocation. Parce que est-ce que tu aurais senti quoi que ce soit? D'abord, il fallait les yeux bandés, mais les yeux bandés sans avoir un guide. Bonjour, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et on avait dit, mais à ce moment-là, tu aurais été sollicité, mais sur un mode de laguer, sur le mode du danger. Moi, je ne vais pas imaginer qu'on se promène les yeux bandés dans le noir, il n'y a pas besoin de faire du noir d'ailleurs, dans la forêt, sans avoir personne pour nous guider, pour nous tenir la main. Et puis, on a une autre expérience qui nous a été racontée dans la journée, mais c'est une expérience plutôt de laguer totale, du petit animal sur ses gardes, hyper vigilant. Donc, il y aurait eu... je pense que c'est aucune forme d'érotisme possible parce que la peur, l'anxiété, la crainte, la solitude auraient, d'une certaine manière, si vous aviez tous les deux les yeux bandés, par exemple, mettons. Et donc, je vais dire, c'est parce que tu as pu être sollicité sur un autre mode que celui de laguer, que celui du danger, mais par des odeurs, des sensations, etc., qui étaient induits dans la totale confiance que tu avais réussi, que vous aviez réussi à créer tous les deux, ta guide et toi, ta guide provisoire non bandée et toi, eh bien, d'une certaine manière, il y a eu la possibilité d'être convoqué à la fois par la médiatrice, par celle qui permettait cette expérience, qui la rendait possible, qui la mettait dans la confiance, qui te permettait d'avoir des affects paisibles et des affects d'éveil plutôt que des affects de vigilance et d'être tout le temps en alerte, et que c'est d'une certaine manière, l'humus lui-même était érotique. L'humus lui-même que tu sentais était érotique. Et donc, je vais dire, et Eros, ici, on sait très bien ce que c'est. C'est le manque, c'est le désir, c'est la tradition aussi de la curiosité. Et c'est par hasard aussi que tu parlais du fait que quand on supprime la vision, et là je vais revenir à l'érotique, quand on supprime la vision, c'est vrai qu'on entre dans un autre univers. Et c'est un univers, alors là je rappellerai que mon doctorant Thibaut Demeyer écrivait à propos de l'enquête qu'avait menée Sarah Vogelin sur la puissance des affects que produisent les sons. Thibaut disait, attention, quand on est dans le monde de la vision, on est souvent dans un monde où la question de la vérité se pose en termes de vérité-référence. Je ne crois que ce que je vois, par exemple. C'est typique du mode de réalité, du mode de vérité associé à la réalité visuelle. C'est que le réel nous est donné presque immédiatement. Bon, il y a peut-être encore des arrière-mondes, des choses à découvrir, mais il est là. Alors qu'avec le son,
eh bien, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est très souvent. Enfin, on essaie de l'identifier. Donc, avec le son, on se met tout de suite dans une enquête. C'est qui? Où est-ce qu'il est? On regarde vers le haut parce que ce sont souvent des oiseaux ou un craquement. Bref, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire qu'on se met en quête d'une autre forme de vérité qui est une vérité beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire une vérité qui ne se donne pas sur le mode de la certitude, mais sur l'ordre de la curiosité, du désir, de l'appât. On est attiré, on est appâté. Et je me dis, finalement, c'est ça, une relation érotique aussi. C'est une relation qui crée ce sont des situations qui créent des appâts, c'est-à-dire des envies de se mettre en mouvement pour aller voir plus loin. Bref, voilà donc toutes les convocations où on a été de notre réflexion collective de hier après-midi. C'est qu'une convocation, ça peut être aussi un appât. On pourrait presque dire avec des appâts pour des nouvelles sensations, des appâts pour des manières d'être, des appâts pour d'autres manières d'être que les nôtres, des appâts érotiques, évidemment. Et ça, ce sont des convocations qui, d'une certaine manière, sont des convocations où on ne sait plus qui convoque. Parce qu'on est autant convoqué qu'on convoque, et peut-être que c'est dans cette impossibilité de déterminer finalement s'il y en a un être qui serait convocateur et qui susciterait la convocation de l'autre, alors qu'en fait non, c'est un geste, la convocation, c'est un geste ici qui témoigne d'une réussite. Quand c'est réussi, en tout cas, c'est pas toujours réussi. On ne sait pas si c'est ça qui fait que ça réussit, mais on sent que dans une convocation réussie, il y a souvent un geste qui permet de ne plus déterminer qui a convoqué. Certainement, il y a un faire convoquer. C'est la voie moyenne dont on parle ici, la voie grammaticale moyenne. On s'est fait convoquer. Et on ne sait pas si c'est soi qui invite ou si on s'est simplement laissé appâter. Mais il fallait bien quelqu'un pour être appâté, quelqu'un disponible à être sollicité. Donc merci beaucoup. Merci. Alors on va continuer tranquillement. Est-ce que tu veux que je te rende ton stylo ou bien j'ai oublié. Donc, Frédéric Guignard, historien de la littérature, qui va continuer à... Est-ce que c'était Frédéric qui commençait ou bien c'était Aude? Il me semble c'est Aude Fauvel. Alors, je te l'avais présenté. Qui va parler, donc historienne de la médecine, qui va nous parler de cette question aussi de la convocation et peut-être des mécanismes inverses également de la convocation. Qui convoque qui? À nouveau, c'est une question qui s'est posée pour elle à partir d'une archive spécifique. Voilà. Alors, une chose que je dois dire, c'est que j'ai parlé pendant que tu disais son nom. Donc, Aude Fauvel. Voilà, Aude Fauvel. Merci beaucoup. Et voilà, mais qui convoque ici? Je crois que c'est à l'issue de cette passionnante expérience que tu nous as racontée, cette recherche en cours, parce qu'on est vraiment ici dans quelque chose qui est de l'ordre d'une aventure où rien n'est encore totalement déterminé, dans savoir qui convoque, comment, etc., mais où on commence à se poser des questions, savoir si celui qu'on a identifié comme convocateur est-il bien le bon convocateur? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à rejouer cette question? Mais c'est tout à fait passionnant. Et donc voilà, on va t'écouter avec une archive extraordinaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Claire, merci Vinciane. Effectivement, je vais vous raconter l'histoire d'une convocation à double titre et son influence sur une enquête historique, puisque je suis donc historienne. Puisque une influence, je dirais peut-être à double tranchant, puisque j'aurais jamais fait en fait cette enquête si j'avais pas été convoquée à la faire. Mais il y a aussi tout un jeu, un espèce de jeu comme on a évoqué tout à l'heure avec cette convocation. Et je pense que pour la réussir finalement cette enquête, il faut aussi savoir prendre une forme de distance, en tout cas de jeu. Alors, pour retracer et remettre dans le contexte, il y a à peu près 6 ans, j'ai été contactée par un collectif de personnes qui ont connu des expériences d'enfermement, donc principalement des repris de justice, mais des personnes aussi qui avaient eu des parcours pluri-institutionnels qui, pour l'un d'entre eux, avaient été passés par les maisons de correction, comme on appelait ça à l'époque, pour les jeunes, puis avaient fait de la prison, puis étaient également passés par un hôpital psychiatrique. Et ces personnes, en fait, avaient une demande et même avaient un besoin d'histoire. Donc, c'était tourné vers des historiens avec cette mission qui nous était confiée. Donc, c'est déjà beaucoup, la mission, qui était de nous dire, voilà, nous, on est quand même assez persuadés que même avec la meilleure intention du monde, enfermer les gens dans des institutions, ça entraîne systématiquement des effets de souffrance. Et on aimerait regarder ça dans le long terme. Et moi, il m'avait demandé, voilà, on sait que ce n'est pas forcément votre angle d'approche, vous faites plutôt une histoire collective, mais on aimerait que vous nous trouviez un cas singulier, parce que finalement, les cas singuliers, ça parle plus à travers le temps, où vous nous montriez comment une personne, de préférence une femme, au XIXe siècle, peut avoir souffert d'une expérience à témoigner sur son expérience de souffrance dans un asile psychiatrique.
Donc là, il y avait un peu une convocation déjà au double sens du terme, c'est-à-dire il y a une convocation dans le sens d'une invitation un peu impérative. J'avais un cadre très strict dans lequel je devais m'insérer. Et il y avait aussi une convocation dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'était qu'il fallait que je parle, que je fasse rendre présente une personne qui est absente, qui par définition est décédée et qui en plus a vécu une expérience assez particulière d'exclusion. Alors moi, déjà dès le départ, la demande me plaçait un peu à rebours, cette convocation de ce que je fais d'habitude. Pour ça, il faut que j'explique un petit peu. Parce que précisément, moi, normalement, je ne fais pas l'histoire de cas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne fais pas l'histoire de la singularité. C'est même au contraire une optique d'où j'essaye de me distinguer quand je m'intéresse à l'histoire de la folie. Alors pour ça, je fais un tout petit détour pour expliquer ma démarche. Qui dit histoire de la folie, et singulièrement en France, dit Michel Foucault. Je pense que nos auditeurs connaissent bien quand même l'histoire de la folie à l'âge classique, cet ouvrage magistral qui nous a tous marqué, et qui m'a marqué aussi, bien entendu, mais dans lequel il y a une conception très particulière de l'impossibilité, en fait, de parler de l'histoire du point de vue des fous. Pourquoi ? Parce que chez Foucault, il y a cette idée que depuis l'époque moderne, l'Occident a placé une césure, une coupure entre le monde des personnes dites raisonnables et le monde des personnes dites folles, et a exclu la folie de l'espace de communication, en enfermant les personnes à double titre, en les enfermant dans un discours psychiatrique, en disant finalement, ces personnes, ce qu'elles veulent dire, ça ne veut rien dire. Seuls des experts peuvent les comprendre, donc on ne peut pas parler avec eux. Il n'y a que des experts qui peuvent s'intéresser à leur discours. Et en les enfermant aussi à titre vraiment littéral dans des institutions fermées, donc les asiles. Et selon Foucault et d'autres historiens qui ont suivi après, il y avait cette idée que quand des fous ont quand même réussi à s'exprimer en dehors de ce double carcan, c'est nécessairement des histoires singulières, c'est nécessairement complètement rare. Et puis on ne peut que, d'après l'expression de Foucault, rester en dehors dans une attitude, il parle lui de subjugation, face à des documents qu'on ne peut que regarder de façon brute. Et moi, précisément, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que ça, c'était qu'une partie de l'histoire et qu'il y avait toute une histoire à faire, au contraire, de la façon dont il y a une identité collective de la folie qui, à partir du moment où on a voulu exclure les fous ont voulu réinvestir l'espace de la parole et mettre en avant leur savoir expérientiel en disant tout simplement les médecins ne savent pas de quoi ils parlent, les vrais experts de la folie, c'est nous, puisque nous vivons la folie. Et comment, finalement, au travers d'associations, de témoignages collectifs, il y a eu toute une parole de la folie. La question, ce n'est pas celle du silence des fous, mais c'est plutôt de savoir qui a écouté cette parole, comment elle a contribué ou pas à changer les représentations. D'où le fait que moi, je m'intéresse à une histoire collective. Normalement, je ne fais pas du cas. Donc j'étais empruntée, mais il s'avérait que j'avais une histoire, une archive qui précisément ne rentrait pas, que j'avais mis de côté, ne rentrait pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais face à cette convocation ? Je me suis dit, je vais y répondre parce que ce sera l'occasion de me pencher sur cette histoire que j'ai mise de côté, puis finalement de faire quelque chose, une enquête que je n'ai pas l'habitude de faire. Et qui est cette personne, du coup, sur laquelle j'ai enquêté ? Puis c'est une enquête, maintenant il s'agit de mettre ça en récit. C'est une femme qui a vécu dans la première moitié du 19e siècle, qui s'appelle Adèle Lozier, donc qui a vécu en France, qui déjà a réussi à vivre en étant peintre, ce qui est rarissime dans cette période. Elle a réussi à vivre de cela. Elle a été internée dans diverses cliniques, maisons de santé de l'époque, mais elle en est sortie, ce qui là aussi est assez rare. Et surtout, enfin, elle a témoigné sur son expérience dans un ouvrage dont je vous donne le titre « N'est-ce pas ? Vous me lirez, point d'interrogation ». Et donc là, il y avait aussi une convocation de la part de cette personne, puisqu'il y a une demande en fait d'être lue dans le titre même, et il y a une mission qui est donnée aussi dans le livre de raconter l'histoire de son point de vue. Et ce que nous dit Adèle, elle dit pour moi, si j'ai été internée, c'est pas du tout parce que je suis folle, ou peut-être que je le suis, mais c'est dans les cadres sociaux, mais c'est surtout parce que j'ai bafoué la vision de la femme. Et comment j'ai bafoué cette vision ? C'est parce que je me suis approprié mon corps d'une manière qui n'est pas censée être celle des femmes. Je me suis essayée à la douleur, elle dit, c'est-à-dire elle s'est apposée un tisonnier, elle s'est mutilée et elle a essayé de se suicider.
Mais tout ça dans une optique aussi de réappropriation de son corps. Elle dit, moi, ce n'est pas une preuve que je suis déraisonnable, c'est au contraire une façon pour moi de m'approprier mon corps. J'ai une volonté que j'exerce sur mon corps. Et tout ça s'inscrit aussi dans sa représentation du féminin. Elle peint aussi des tableaux de femmes qui sont dans leur corps et qui se suicident. Donc, bon, vous voyez, c'est un cas tout à fait particulier. Il y avait une sorte de double convocation, et puis c'était une enquête tout à fait passionnante, et elle correspondait à un certain nombre de cases qu'on m'avait demandé de remplir dans ma mission de départ. Donc ça correspondait tout à fait. Mais voilà, maintenant qu'il s'agit de faire son récit en tant qu'historienne, il me semble que finalement répondre à une convocation réussie, c'est-à-dire faire entendre vraiment la voix d'Adèle, pour cela, il faut que je se mettre à distance des deux convocations de départ. Adèle n'est pas là pour nous, en fait, au présent. Elle superimposer les demandes du présent et vouloir la voir à tout prix comme une héroïne féministe, c'est finalement mettre nos lunettes et nos besoins sur elle, et ce n'est pas entrer en dialogue et voir la spécificité de son parcours dans un premier 19e siècle où on n'est pas dans l'émergence encore du féminisme. Ce n'est pas comprendre, en fait, Adèle, que de vouloir la mobiliser et l'utiliser à travers nos lunettes du présent. Et par ailleurs aussi, je ne peux pas non plus répondre complètement à la convocation d'Adèle et dire l'histoire telle qu'elle voudrait que je l'écrive, puisque rendre justice justement, c'est pas exactement le bon... Être chercheuse et historienne et l'insérer son histoire dans la grande histoire, c'est aussi être capable de la voir dans son contexte et d'ouvrir les pluralités de la vie et de l'existence d'Adèle. Et donc, en conclusion, suite à ce qu'on a aussi beaucoup discuté hier, je pense que parfois être convoqué, comme moi je l'ai été, à la fois par un titre qui vient à une personne décédée du passé et par des personnes du présent, c'est à la fois extrêmement fructueux et ça pose énormément de questions, mais ça, on se rend finalement auto-responsable, on se culpabilise face à des missions qu'on nous a données. Je pense que ça, il faut laisser tomber une éthique de la culpabilité qui serait narcissique et relativement absurde pour les historiens, et passer plutôt à une éthique d'une enquête historique responsable, une éthique de la responsabilité, dans laquelle, en fait, on s'occupe de restituer aussi dans la petite histoire, dans la grande histoire, avec nos outils, en jouant ce jeu de la convocation et de la mise à distance et du dialogue. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci infiniment. Alors, je n'ai pas aucune raison d'expliquer pourquoi ça nous a intéressés, parce que c'est évident, juste, mais ce qui est le cas pour chacun d'entre vous, c'est juste quels sont les liens qu'on a commencé à tisser, notamment entre cette éthique de la culpabilité, comme en effet, refuge narcissique qui n'apporte aucune réponse réelle, et l'éthique de la responsabilité, c'est-à-dire une éthique de la réponse, en effet. Je le prends le terme à Haraway, c'est-à-dire que finalement, ce que tu décides, et ce qui est extraordinaire, c'est de ne pas oublier pourquoi tu as voulu t'intéresser au collectif et ne pas te mettre dans cet état de subjugation dont parle Foucault par rapport à des carrières individuelles, en quelque sorte, des carrières individuelles, et toujours, évidemment, extraordinaire exemplaire qui ramènerait les carrières collectives à une forme de pâle copie ou de peu intéressant, ou voilà. Deuxièmement, ce qui m'avait absolument marqué quand tu avais commencé ton exposé, tu avais parlé de ces collectifs en disant attention, c'est intéressant parce que ils n'ont jamais accepté d'être silencieux. Ils ont beaucoup parlé sur le savoir des médecins, ils ont beaucoup dit de choses sur les médecins. Donc il y a tout un savoir. Il y a tout un savoir des aliénés sur les médecins, dont les médecins ne font jamais mention, probablement. Enfin, ça, ou parfois, s'ils y font mention, je ne suis pas sûre que c'est pour honorer ce type de savoir et dire, enfin, on commence à pouvoir avoir des experts à propos de nos pratiques. Les choses que tu avais dit aussi, c'est que ces collectifs, en fait, d'une certaine manière, le fait qu'ils aient revendiqué, d'une manière ou d'une autre, que ce soit publiquement ou pas trop publiquement, mais collectivement, un savoir, une parole sur ce qui était fait à leur sujet, sur les convocations, parce que c'était leur enrôlement dans des pratiques médicales. C'est que tu as dit à un moment donné, en fait, c'est comme s'il disait, ce qui est dit sur nous ne doit pas être dit sans nous, et que c'était un message qui était implicite et extraordinairement présent dans ces collectifs. Donc on comprend d'autant mieux que si tu t'adresses à un cas individuel,
C'est ça qui est intéressant, parce que tu dis, lui demander de répondre à nos questions à nous, d'en faire une précurseur, donc de venir répondre pour nous de nos problèmes, de venir témoigner en faveur des solutions que nous voudrions donner à nos problèmes, en fait, ce serait la collectiviser alors qu'elle n'a pas accepté d'être collectivisée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as justement des collectifs qui revendiquent d'être collectifs, qui disent ce qui sera dit sur nous ne sera pas dit sans nous. On reprend le problème aussi de John Corcoran, hein, comment apprendre à parler devant. Eh bien, tu vas justement, parce que tu prends cette histoire au sérieux, parce que tu prends, et c'est cette histoire que tu prends au sérieux, donc c'est pas n'importe quelle histoire, c'est cette histoire-là, cette histoire de collectif, tu vas refuser la main généreuse qui t'est tendue et qui est tendue à Adèle par-delà les années, une main généreuse qui dit « Adèle, tu vas être notre précurseur, tu vas venir résoudre nos problèmes, nous allons te réhabiliter au nom des questions, au nom de ce que nous allons te demander. » Voilà. Et c'est là où c'est intéressant ce que tu fais comme démarche, c'est de dire « Attention, elle ne peut pas être collectivisée parce que telle n'était pas, visiblement. En tout cas, on ne peut pas préjuger de son souhait. » Et donc, c'est ça l'éthique de la responsabilité. C'est Adèle a parlé, je dois apprendre à lui répondre. Voilà, et je vais lui répondre comment ? Quel est le type de réponse à ce type de convocation ? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, Adèle te convoque, ça c'est certain, mais ce n'est pas toi qu'elle convoque. Ça, on l'a dit, on en a discuté à propos du livre qu'elle écrit. N'est-ce pas, vous me lirez, hein, c'est ça, le très joli titre de livre. C'est pas à toi qu'elle s'adresse, mais elle s'adresse en effet à quelqu'un du futur. Et la convocation, en fait, elle s'adresse, on ne sait pas à qui, mais elle s'adresse à quelqu'un qui devra justement lire, qui devra justement apprendre à lire Adèle et pas à lire ce qu'on voudrait lui faire assumer, c'est-à-dire à l'assigner dans un rôle, d'une certaine manière, d'otage de nos propres problématiques en niant complètement ce qu'elle a à nous dire. Et donc, on lui assignerait un rôle de précurseur, ce serait déjà de cet ordre-là. Et donc, voilà, toute cette histoire de convocation, on est arrivé à l'idée que finalement, dans ton histoire, ce qu'on entendait, c'est qu'on ne savait plus très bien qui convoquer, qu'il y avait une cascade de convocation, une cascade de faire convoquer, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui convoque Adèle, donc Adèle a convoqué un peu sur le mode de la bouteille à la mer. Qui a-t-elle convoqué ? Celui qui acceptera de la lire. Et puis, il y a des gens qui te convoquent en te disant « fais-toi convoquer par Adèle ». Et toi, tu dis « mais attendez, moi, je ne peux pas être convoqué par vous avec votre demande et être convoqué par Adèle en même temps, parce que je sens qu'il n'y a pas d'honnêteté. Si on fait une convergence trop rapide, il n'y a pas d'honnêteté ». Et donc, on voit se multiplier ici les cascades de convocation, où c'est peut-être en effet en les dépliant, et en voyant soigneusement à qui dois-je m'adresser pour dire non, ici, il me semble qu'Adèle ne demanderait pas ça. À qui dois-je répondre dans ce cas ? Comment aussi peut-être être loyal vis-à-vis de ceux qui ont décidé de ramener Adèle pour des raisons qu'on peut très bien comprendre et avec lesquelles on ne pourrait être que d'accord, mais pas sur les pas n'importe comment. Et c'est le pas n'importe comment qui, ici, je pense, se met vraiment au cœur de nos pratiques, c'est que la convocation, il y a des questions de manière, et c'est les manières de convoquer sont extrêmement importantes dans toutes nos histoires. Voilà, je me tourne maintenant vers Claire, à qui j'ai volé le blic. J'espère que je ne te manque pas trop. Non, pas Merci du tout, beaucoup. pas du tout. Frédéric Guignard, historien de la littérature, qui va lui aussi nous raconter comment les femmes en littérature ont été assignées et comment est-ce qu'elles vont se débrouiller avec cette assignation. En quelque sorte. Et donc là, on a une version peut-être complémentaire à celle qu'on a entendue, où c'est en effet des assignations terribles qui ont pesé sur ces femmes, et où Frédéric va se demander, mais quelle est la bonne manière de les déjouer ? Comment se faire convoquer pour déjouer ces assignations ? Et il nous a fait un très joli jeu sur les manières, justement. Et c'est aux manières, donc, maintenant qu'on va s'intéresser. Voilà, exactement. Alors moi, tu as le temps, hein, Frédéric, tu ne dois pas galoper. On est très tranquille pour le temps aujourd'hui. Parfait. Eh bien, en fait, hier, je suis venu... donc moi, je fais une thèse, effectivement, en littérature française à l'Université de Lausanne sur les littératures de l'imaginaire, en particulier la science-fiction, et puis notamment sur les utopies féminines ou féministes. Et puis donc, je suis venu hier avec un problème de convocation très pratique pour un chapitre de ma thèse sur l'octorialité féminine en science-fiction au XXe siècle. Et puis je me suis demandé comment en parler. Dès le moment où on sort du domaine de la diégèse, donc du récit, du fait littéraire en tant que tel, eh bien on tombe sur des parcours féminins parfois tragiques qui nous touchent et qu'il est difficile d'objectiver. Surtout dans la mesure où l'écriture académique
convoque très peu. Donc je suis venu avec 3 figures de femmes, si l'on peut dire, et 3 manières d'être rattrapées par le masculin, malgré des parcours de réussite littéraire. Donc il ne s'agit pas du tout d'obscures écrivaines qui auraient fini en fosse commune et dont on aurait ressorti les manuscrits inédits. Pas du tout le même statut que la Adèle d'Aude, par exemple, mais bien d'autrices qui ont gagné des prix et sont toujours mentionnées dans les anthologies de la science-fiction qui font en quelque sorte partie du canon. Pourtant, le statut d'autrice a un prix, qu'il soit public ou privé. Je veux donc vous parler ici d'Alice Sheldon, née Alice Hastings Bradley en 1915, qui a écrit sous le pseudonyme de James Tiptree Jr., qui a remporté tous les prix américains importants, de Nathalie Henneberg, née Nathalie Novakovsky en 1910, qui a écrit pour son mari, puis avec lui, puis d'elle-même après la mort de celui-ci, et enfin de Christine Renard, née Christine Renard en 1929, une des rares femmes de la grande époque de la science-fiction française des années 50-60. Et donc je suis venu hier, et on m'a demandé de les reproduire aujourd'hui, avec 3 courts textes sous forme d'exercices de style, donc sous 3 modalités différentes, pour comprendre un petit peu quels seraient les effets de convocation ou de non-convocation. Et donc le premier texte est sous l'égide de la tonalité donc académique ou comment ne pas convoquer, et je l'ai intitulé Tiptree Henneberg Renard, paralittérature et parcours octorial d'une femme auteure au XXe siècle. Et là, normalement, l'ennui devrait déjà poindre son nez. À bien des égards, le parcours octorial des 3 écrivaines citées ci-avant subsume à merveille le statut paradoxal de la femme auteure, tel que relevé par Planté, virgule, Christine, virgule, italique, la petite sœur de Balzac, : essai sur la femme auteure, virgule, Paris, : seuil, virgule, 1989, à savoir en tension entre la minorisation à l'intérieur de champs paralittéraires, littérature épistolaire par exemple, ici de science-fiction, et leur exclusion à mesure que le champ acquiert une légitimité, de même que les ruses usitées par celles-là pour accéder à une possibilité raisonnable d'exercer leur pratique, qui doit passer par le neutre masculin. Si Alice Sheldon use du pseudonyme, c'est qu'elle veut simplement écrire et que c'est le meilleur camouflage. Fin de citation. Si Nathalie Henneberg se cache derrière son mari, c'est qu'un statut de co-autrice est encore une destinée plus enviable et éditorialement recevable que de s'abstenir. Si Christine Renard écrit peu et choisit la forme brève, c'est qu'elle mène de front une triple journée de thésarde, mère de famille et par ailleurs, et en dernier lieu, écrivaine. Sans thématiser directement les enjeux féministes, comme le feront Le Guin, von Harburg ou Winterbert, les 3 autrices exemplifient les 3 visages de la domination masculine, onomastique, symbolique et matérielle. Donc voilà, ça c'était ma première tonalité à laquelle je souhaite échapper et qui, pour moi, convoque peu ou rate sa convocation. Et la deuxième tonalité un peu intermédiaire, je la voulais ironique et elle se révélera peut-être amère. Elle s'intitule Gender Reveal. Prenez James Tiptree Jr. par exemple, auteur américain mystère à la fin des années 60 et du début des années 70. Un type brillant, assurément un homme, selon Robert Silverberg, auteur et critique majeur de cette période, qui parle d'une prose définitivement masculine. On ne sait rien de ce Tiptree, sinon qu'il entretient une correspondance avec tous les critiques et autoristes importants de la période. Tellement de succès qu'il décide de ne pas concourir dans toutes les catégories pour le prix Nebula, un prix important en science-fiction américaine, en 1973, pour laisser sa chance aux autres. Il remportera d'ailleurs les 2 catégories dans lesquelles il se présente. Sa non-présence crée une émeute alors qu'on pensait qu'il monterait enfin sur scène pour recevoir ces 2 prix. Il faut attendre 1977 et un avis mortuaire au nom de Mary Hastings Bradley pour que le recoupement soit fait. James Tiptree est en réalité une femme de 61 ans, Alice Sheldon, qui a vécu de par le monde étant enfant, certes, ancienne membre de la CIA, certes, au parcours incroyable, certes, mais femme quand même. Victoire, donc. À partir de 1977, Alice Sheldon écrit moins et moins bien, il faut le reconnaître. Elle publie des nouvelles un peu new age sous un autre pseudonyme, dont aucune ne figure dans l'anthologie récente de ses textes. Elle a perdu son souffle. Surtout, sa correspondance se ralentit nettement. Peu d'auteurs SF maintiennent leurs relations épistolaires, en particulier les hommes, et à l'exception notable d'Ursula Le Guin, évidemment. Elle met fin à ses jours en 1987. James Tiptree Jr. n'aura pas vraiment survécu à sa Gender Reveal Party.
Le troisième texte, enfin, qui convoque peut-être le plus, on verra, et se présente sous la tonalité ou la modalité du pathos, s'intitule « On ne peut pas gagner ». En tant qu'autrice, dans un monde d'hommes, on ne peut pas gagner. C'est de façon posthume que Nathalie Henneberg sera reconnue comme l'autrice exclusive non seulement des textes copubliés avec son mari, mais également d'une bonne partie des ouvrages publiés sous le nom de celui-ci. Maigre consolation, après que les lecteurs et éditeurs boudent partiellement ses productions, une fois publiées sous son seul nom, on ne peut pas gagner. Il arrive aussi que le sort posthume soit plus cruel. Christine Renard, elle, a un petit succès dans les années 60, essentiellement avec des nouvelles, souvent en collaboration avec son compagnon Claude-François Chénis, lui-même auteur, avec qui elle a 2 filles. Elle rédige une des premières thèses en science-fiction et élève ses 2 filles, publiant de la fiction de manière évidemment plus espacée. Elle retrouve le succès dans les années 70, malgré de nombreux déboires éditoriaux avec la faillite de sa maison d'édition attitrée. Enfin, le cancer l'emporte en 1979, à tout juste 50 ans, alors qu'elle semblait percer enfin. On ne peut pas gagner. Heureusement, son compagnon toujours se tenant, même post-mortem, publie un recueil commun de leurs nouvelles, À la croisée des parallèles, qui obtient le prix Rosny-Aîné en 1982, un prix important en science-fiction française, grâce à un inédit de Christine. Gloire posthume donc, touchante réconciliation romantique. C'est également en 1982 que ce compagnon soutenant choisit de terminer une carrière commencée avec la prémonitoire nouvelle Le Suicide et impose sa détresse ultime à sa parentèle, abattant sa mère et les 2 filles que Christine et lui ont eues ensemble, avant de mettre fin à ses jours. On ne peut pas gagner. Alors, ici, on est en train d'entrer tout doucement, en fait, avec ces modes de convocation dans la troisième partie de la thématique, c'est-à-dire comment, en quelque sorte, on réactive une mémoire. Comment est-ce qu'on fait, on ressuscite quelqu'un qui n'est plus, comment est-ce qu'on en parle sur un mode, d'une certaine manière, qui le rend à nouveau présent. Et il est vrai que là, on peut voir en effet le contraste entre la première tonalité et la deuxième. Celui de la troisième, là, tu vas devoir me l'expliquer, parce qu'en fait, j'avoue tout. Quand on s'est retrouvés à tellement de voix, on a bossé, et puis on s'est rendu compte qu'il restait presque pas de temps pour organiser l'après-midi. J'espère que ça ne se sent pas, enfin la matinée, ça ne se sent pas trop. Mais je pense que non, ça va. Mais on n'a pas pu discuter toutes les dimensions de toutes les propositions à la fin, parce qu'on s'est rendu compte que le temps courait un peu trop vite contre nous. Et donc, moi, je vois très, très bien la première tonalité académique, comment, en effet, elle efface, d'une certaine manière. C'est l'auteur je veux dire, la présence de l'auteur de la note est tellement forte qu'elle efface complètement toute possibilité de dire quelque chose d'intéressant sur les 3 auteurs, ce n'est quelques éléments factuels. On sent que la deuxième tonalité, pour moi, elle est très convaincante, parce que c'est très joli, elle pose une vraie énigme. Et elle pose une énigme qu'on pourrait d'ailleurs rejouer. C'est quand même, il me semble que tu dis à un moment donné, mais c'est intéressant cette énigme, c'est de savoir pourquoi est-ce que le jour où enfin elle sort de son anonymat genré, enfin de la question c'est pas de son anonymat, de l'idée qu'elle est un homme, pourquoi est-ce que son souffle s'épuise à ce moment-là? Et est-ce que c'est son souffle qui s'épuise, ou bien est-ce qu'ici, c'est ça un effet de ce qu'elle craignait tant, en avouant tant, en ne se déclarant pas tant femme, mais en restant bien cachée, avec la possibilité d'être pleinement reconnue comme un homme. Quand on dit, est-ce que vraiment son souffle, qui décrète que son souffle s'épuise à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, on sait que c'est une femme? Est-ce qu'elle a elle-même intériorisé tellement, on pourrait faire une petite explication un peu psychologique, j'aime pas trop ça généralement, mais est-ce qu'elle a tellement intériorisé l'idée, en effet, que la non-reconnaissance sera dorénavant ce qui accueillera son travail, qu'elle a fait un travail à la hauteur de tout ce qu'elle pouvait éventuellement espérer, que donc elle a, d'une certaine manière, elle s'est elle-même essoufflée en quelque sorte, ou bien est-ce que c'est un essoufflement qui est simplement de nouveau un effet de la critique qui d'un seul coup va basculer en faveur de ces stéréotypes. Et c'est une superbe énigme. Et donc là, en effet, elle revient
Eh bien, elle revient, c'est Alice Sheldon, hein, c'est ça, je me trompe, c'est ça. Elle revient avec une superbe énigme, et elle est pleinement présente avec cette énigme-là, où on sent en effet quelque chose, pour un tout petit détail, enfin, c'est pas un détail, vous allez me dire, mais enfin, c'est un aspect de sa vie, on ne sait pas comment elle écrit, on ne sait pas ce qu'elle a écrit, quelles histoires elle aimait bien et tout, mais il se passe quelque chose. Par contre, la troisième tonalité, je ne vois pas très bien, et là tu vas devoir me l'expliquer, parce que on est peut-être allé un peu vite pour que je puisse comprendre en quoi elle convoque bien, voilà, en quoi est-ce qu'il y a une convocation réussie. Je pense que c'est vraiment l'idée de rendre quelque chose de ses vies, de rendre quelque chose qui atteigne ou qui touche, ou rendre quelque chose de l'émotion que j'ai pu ressentir à l'évocation de ces, ou à la convocation de ces vies. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire trois tonalités un petit peu sur une sorte d'échelle, à savoir du très factuel, du très émotionnel, si on peut dire, à l'autre extrémité, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. C'était vraiment plutôt une expérience. Effectivement, la troisième, elle ferme aussi. Elle ferme aussi, c'est qu'on est juste laissé avec cette émotion, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais en plus, elle termine sur... J'avais l'impression d'une affirmation un peu cynique. J'avais presque l'impression de voir un titre de Patricia Highsmith. Tu vois, c'est cette espèce d'affirmation cynique à propos de quelque chose qui est quand même une tragédie, quoi. Le mec, il se tue, mais il se tue aussi... Alors, bon, à la rigueur, on a déjà John Corcoran, mais en plus, il tue ces deux gamins, quoi. Enfin, ou ces deux petites filles, ces enfants. Et puis, on ne peut pas... Enfin, je ne sais plus la dernière phrase. C'est là où je me suis posé la question, tiens, est-ce que tu es en train de dire, alors non, moi, cette émotion, j'en veux pas, je ne me laisse pas convoquer par cette émotion-là, etc. Est-ce que tu le disais sur un mode... de tristesse, voilà, c'est ça que je ne comprenais pas très bien, parce que moi je l'ai entendu comme une affirmation cynique, et c'est ça, en fait, qu'on n'a pas eu le temps de discuter hier. Non, alors j'espère bien qu'il n'y a pas de cynisme, c'est plutôt effectivement sur quelque chose d'indicible, ici, et puis qu'il fallait dire d'une certaine mesure, qu'on ne peut pas vraiment évidemment raconter dans une thèse, ou qu'on est un peu mal emprunté de rendre dans un discours plus académique, et donc il y avait quelque chose d'assez indicible, et que j'ai quand même tenté de dire, et dont je me suis peut-être un peu débarrassé. Tu t'en débarrasser, c'est ça? Oui, d'accord, ok. Ah oui, tu as décidé tu veux bien te laisser convoquer, mais tu ne peux pas complètement le faire au risque de... Il y a certains risques à cette convocation ici. Oui, très bien. Bon, mais c'est super, parce que ça bon, je veux dire, c'est super, après qu'on parle de sujets aussi dramatiques. Bien. Je disais donc, c'est intéressant que nous puissions maintenant passer justement à une continuité par rapport à ce type de convocation, qui vont d'ailleurs annoncer des questions qui vont se poser lors de notre troisième, non, c'est la quatrième rencontre, excusez-moi, donc fin mars, et qui sait en effet comment est-ce que, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on apprend est-ce qu'on convoque des morts, ou est-ce qu'on se laisse convoquer par eux, et comment est-ce qu'on se laisse convoquer par eux, et quels sont les risques de ce type de convocation, et quelles sont les émotions qui sont aussi, d'une certaine manière, qui pourraient être un prix à payer, des émotions parfois trop lourdes et trop fortes, qui pourraient être un prix à payer à ce type de convocation. Mais comment est-ce qu'on apprend aussi à négocier avec ça? Parce qu'il est un fait, c'est que ça, on le verra dans la dernière modalité de notre enquête avec les morts et les vivants, la manière dont les morts et les vivants se convoquent mutuellement, c'est que le fait que les gens ne puissent pas en parler parce que ça reste des sujets, et on reprend l'idée de la manière dont la permaculture, par exemple, doit, d'une certaine manière, se trouve toujours aux frontières entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable socialement, ce qui peut se dire, ce qui ne peut pas se dire, la bonne manière de se présenter. Ben, le problème de la plupart des gens, c'est que quand ils se font convoquer par un mort, ils ne peuvent pas en parler autour d'eux parce qu'ils ont peur de passer pour irrationnels, ou parce que l'expérience a quelque chose de difficilement partageable. Pas difficilement d'ici, parce que ça fabrique pas mal de récits, mais c'est difficilement partageable. Et que le fait que ça doive rester dans l'ordre de ce qui ne peut pas se partager rend ces expériences plus difficiles à vivre, et les émotions plus difficiles à supporter, parce qu'on n'est pas bien préparé à ce type d'émotions, et parce qu'on ne peut pas savoir que d'autres sont en train de traverser les mêmes émotions. Il y a bien quelque chose d'intéressant comme manière d'être convoqué par des émotions, il me semble, c'est d'être convoqué par des émotions sur des modes qui sont des modes de l'intersubjectivité, de la pluralité, de l'échange d'expériences, d'échange d'expériences, de comment on fait avec. En n'oubliant pas que je vais revenir à James, parce que c'est lui qui vraiment m'accompagne aujourd'hui.
depuis John Corcoran jusqu'à la mémoire vivante d'un problème, jusqu'à qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui restent à la porte et qui frappent en disant mais par où vais-je entrer moi, c'est que les émotions, c'est pas des choses qui sont senties. C'est pas lui qui le disait comme ça, mais James disait les idées, c'est pas ce qui est pensé, c'est ce qui nous fait penser. Et vous avez toute une conception d'un rapport à l'extériorité qui est beaucoup plus riche et plus intéressant et plus compréhensible aussi, parce que autrement, si les idées viennent de l'intérieur de vous, alors qu'est-ce qu'on doit manger pour les avoir, hein? Ça serait une question intéressante. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit amener de l'extérieur dans l'intérieur pour pouvoir avoir des idées. Ben, c'est peut-être plus simple de penser que si elles passent à l'intérieur, c'est simplement une voie de passage. C'est simplement, elles se frayent un passage à l'intérieur, mais qu'en fait, elles sont à l'extérieur et elles y retournent le plus vite possible. Que c'est peut-être ça. Parce qu'une idée en tête, c'est ça. Je viens de l'extérieur, je vais devoir passer par l'intérieur de quelqu'un, mais s'il vous plaît, laissez-moi sortir le plus vite possible et aller passer par d'autres êtres et bouger, changer, métamorphoser. Et les émotions, il y a peut-être quelque chose de semblable. Et donc, quand James disait « une idée, c'est pas ce qui est pensé, c'est ce qui fait penser », donc le reste, c'est moi qui ai un peu élaboré de manière un peu libre, un peu en roue, rock'n'roll autour, mais je pourrais presque faire le même type d'élaboration à propos des émotions. Une émotion, c'est pas ce qui est senti, c'est ce qui fait sentir. Et on revient à tout ce qui, d'ailleurs, fait que dans la convocation, nous rend disponible. Qu'est-ce qui nous rend disponible à solliciter? Est-ce qu'une convocation nous rend disponible à d'autres sollicitations? Est-ce qu'il y a dans la convocation elle-même quelque chose qui va permettre cette disponibilité, etc. Et donc, on en revient avec la question, en effet, des rapports aux défunts, rapport à ceux qui ne sont plus là, ou à ceux dont on pense qu'un jour ils ne seront plus là, et dont on pense qu'il faut déjà commencer maintenant à veiller à ce que la mémoire reste vivante. Je veux dire, c'est ça la question. Vous savez, la plupart des héritages, ils se préparent à l'avance. Ça s'appelle des testaments, justement. Voilà. Et des héritages, c'est pas du tout des transmissions de biens. Ça, c'est le support matériel. C'est des supports de problèmes, c'est des supports de gestes, c'est des supports de mémoire, c'est des supports de choses qui racontent des histoires, c'est des supports d'amour, enfin bref, c'est des supports de conflits aussi. Et donc, c'est ça dont on parle aussi. Un héritage, ça se prépare du temps, d'une certaine manière, du temps du vivant de certaines personnes, parce qu'elles sont des espèces de réceptacles vivants de savoir-faire, dont on a envie qu'ils restent présents parmi nous. Et donc, c'est justement, on va avoir deux expériences, alors absolument raccord avec cette idée-là. Et donc, nous appelons Thomas Rousse. Alors, Thomas Gonzalez, qui va commencer avec l'invocation, la convocation de ces figures d'actrices disparues. On passe par la voix pour faire revenir quelqu'un. Et tu vas nous expliquer ce que vous avez... Alors Thomas, ce qu'il nous a proposé, c'était tellement littéralement en accord avec ce qu'on avait demandé, que là je me suis dit, bon, mais c'est incroyable, parce que ici, le thème de la voix, c'est justement un mode, ce qui va être convoqué. On convoque les êtres par la voix et on apprend à convoquer par sa propre voix. J'ai trouvé que c'était extraordinaire qu'il y ait une telle, je veux dire, connivence, voilà, entre l'étymologie et ce que tu nous proposais. En plus, c'était quelque chose qui m'a passionnée, d'abord parce que ça va vraiment bien préparer notre prochain séminaire, je veux dire, ça crée déjà des sillons dans lesquels, pas des sillons, parce que les sillons, c'est peut-être un peu, voilà, en tout cas des chemins et des terreaux dans lesquels on va pouvoir penser, puiser, mettre nos mains et compagnie. Et parce que aussi, c'est une pratique professionnelle où explicitement, dans ta pratique professionnelle, et ce sera aussi le cas de Rousse, dans une pratique professionnelle, explicitement, il s'agit de, et on va dire le mot de ressusciter, au double sens du terme, mais ça, on pourra commenter après. Merci Thomas. Merci à toi Vinciane, merci Claire, et bonjour à tout le monde aussi. Donc justement, moi je suis metteur en scène et parmi les activités que je mène, j'enseigne notamment aux comédiens et comédiennes en formation à la Manufacture, à la Haute École des Arts de la Scène de Lausanne, en tandem avec ma collègue Anne Pellois qui est maître de conférence à l'ENS de Lyon. Et le cours qu'on donne s'intitule « Histoire sensible du jeu de l'acteur et de l'actrice ». Et on travaille avec les étudiants, les étudiantes, les opérations de copie, d'imitation et de réactivation, et donc de convocation, peut-être d'invocation ou d'incarnation, on le verra, d'interprètes du passé. Pour travailler ces opérations, on a choisi un corpus de performances de la Phèdre de Racine, des interprétations qu'on en fait de différentes actrices. On part du 19e siècle pour aller vers le 20e et le début du 21e, en passant par Sarah Bernard, bien sûr, Maria Casares, Marie Belle, et puis aussi
peut-être aussi pour faire plaisir parfois aux étudiantes et aux étudiants, Dominique Blanc ou Valérie Dréville, qui elles sont toujours bien vivantes. On traverse ces interprétations au moyen de protocoles d'exercice assez simples, copie d'enregistrements vocaux, copie de posture aussi d'après photo, copie vidéo quand c'est possible, ou jeu à l'oreillette. Mais les étudiantes et les étudiants ont aussi l'occasion de se saisir de figures qu'ils ont envie de se réapproprier ou d'interpréter de manière plus autonome. Donc l'atelier a plusieurs visées. Premièrement, proposer une histoire du jeu de l'acteur, de l'actrice, en éprouvant concrètement par la pratique, par le corps, et pas uniquement par l'intellect, des manières de jouer passées, et ce à l'aide d'archives. Traverser une histoire du théâtre qui n'est pas centrée sur les figures de grands metteurs en scène, de grands pédagogues, masculins bien sûr, mais plutôt sur les interprètes et donc les actrices, dans le cas de Phèdre. Une histoire qui suit donc les transmissions successives et les évolutions dans les interprétations d'un même rôle à travers le temps. Et puis au-delà d'acquérir bien sûr des savoir-faire techniques, l'imitation, la copie, c'est aussi finalement des choses qui font travailler une certaine technique du jeu. Les exercices nous permettent de réfléchir avec les étudiantes et les étudiants à ce que c'est que de jouer, y compris dans sa dimension historicisée, située. En s'intéressant aux codes d'autrefois, comme on jouait à l'époque, on prend conscience que la manière dont on joue aujourd'hui répond aussi à des codes et à des modes dont on n'avait pas nécessairement conscience a priori. En classe, donc, on prend en quelque sorte le contre-pied des a priori qui ont cours aujourd'hui sur les processus de copie et d'imitation dans le cadre pédagogique. Copier, c'est mal, Et d'ailleurs, dans le cadre de la pédagogie théâtrale, c'est aussi quelque chose qui est mal vu. Les étudiantes et les étudiants se moquent facilement des professeurs qui leur montrent comment il faut interpréter. C'est quelque chose qui est assez mal vu, c'est-à-dire Phèdre, au labyrinthe avec vous descendu, voilà, je t'ai montré comment le faire, maintenant copie-moi. C'est quelque chose qui est très mal vu puisque le régime d'interprétation, d'entraînement de l'acteur occidental depuis le XXe siècle est celui plutôt de la création. L'acteur créateur, l'actrice créatrice, dont la valeur interprétative se fonde sur son degré d'originalité. Ce n'était pas le cas au XIXe siècle. Il y a eu un tournant au tournant justement du XXe siècle, puisque par exemple quand Sarah Bernhardt reprend le rôle de Phèdre, on la ramène constamment à ce que faisait sa prédécesseuse, Rachel, la grande tragédienne, et on lui dit alors sur tel vers elle monte la voix comme ceci, puis elle joue l'étonnement sur celui-là, mais bon, comme Sarah Bernhardt n'a pas les mêmes capacités vocales que Rachel, elle va donc déjà à l'époque être amenée à revoir, à innover dans son interprétation. Un des moteurs du travail en classe, c'est bien sûr le grand ludisme qu'on éprouve toutes et tous à faire comme, qu'on peut d'ailleurs tous éprouver sous sa douche ou devant son miroir, et peut-être qui est profondément lié à la manière dont on apprend depuis le plus jeune âge. Une chose qu'on remarque aussi, c'est que par la tentative de copie, on touche du doigt quelque chose de l'ordre de la possession et de la métamorphose dans celui qui copie et celle qui copie. En effet, reproduire techniquement l'interprétation de quelqu'un d'autre, ça suscite chez le ou la copiste des états émotionnels similaires à celui du modèle et qui sont déclenchés par la copie physique de la respiration notamment. Quand on imite par exemple Maria Casares, on tente de reproduire les endroits où on l'entend respirer et la force de son interprétation, si on le fait avec conviction, et bien finalement on met son corps dans un état émotionnel, physique qui est assez proche du sien. Et l'interprète, le copiste, finit par se sentir déplacé émotionnellement. Donc il y a une rencontre entre l'émotion de celui qui fait et l'émotion qu'on peut sentir dans l'original. On a ainsi l'expérience de la fabrication d'une émotion théâtrale à partir d'un geste ultra technique de copie qu'on pourrait qualifier au départ de désincarné. Et voilà, cette rencontre émotionnelle, elle a lieu s'il y a bien sûr un investissement sincère de la part de l'étudiant ou de l'étudiant. Alors pour cette troisième enquête, se posait la question de savoir si une convocation est réussie ou échouée. Et on a remarqué dans le cadre du cours que ça a à voir surtout avec le rapport au modèle, si la convocation a lieu de manière adéquate, enfin réussie. On a remarqué que les étudiantes et les étudiants parvenaient mieux à convoquer ces figures du passé s'ils avaient un rapport d'intimité, d'empathie avec ces modèles. On a remarqué par exemple que les étudiants, dans le cadre de l'interprétation de Maria Casares, qu'elle a faite de Phèdre, qui est une interprétation vraiment plus grande que, on dit larger than life en anglais, mais qui est vraiment trop grande, trop monstrueuse. C'est très difficile de s'y glisser, puisque justement on a l'impression d'être ridicule, de trop en faire, de traîner les voyelles trop longtemps. Et puis on s'est rendu compte que les étudiantes et les étudiants y parvenaient mieux s'ils avaient eu accès, par exemple, à des vidéos où Maria Casares témoigne de ce qu'elle a cherché à faire dans son travail, ou même des interviews dans lesquelles elle témoigne de sa pratique d'actrice.
Et que ça passait notamment par des choses assez simples, peut-être que l'entendre rigoler d'elle-même avec son rire si communicatif. Et que du coup, par ça, on parvenait à dépasser une première couche dans le travail de copie qui serait celle un peu... On a remarqué que les étudiants, et que moi-même d'ailleurs quand je le fais, la première couche est souvent celle du trop faire, de la caricature. C'est peut-être pour se protéger, quand on copie, on commence par trop en faire, pour ensuite arriver à l'alignement au juste et en faire moins. Et que c'est parfois par le rapport empathique au modèle qu'on parvient à aller vers le moins et le plus juste. Il y a aussi quelque chose peut-être dans la copie qui rassure quand on en fait trop. C'est comme si on voulait montrer aux gens qui nous regardent qu'on a bien compris, qu'on a été habile dans l'observation, et puis qu'on a bien vu qu'à tel moment, la personne levait la voix de manière un petit peu rigolote sur telle chose, et je montre que je l'ai compris en le reproduisant un peu trop. Et voilà. Alors, peut-être une deuxième anecdote qui nous est arrivée en classe. On donne la possibilité, comme je l'ai dit, aux étudiantes et aux étudiants de se saisir de personnages, d'acteurs du passé, d'actrices du passé. Et un étudiant avait émis le souhait de travailler la voix de Habib Benglia, qui est donc un acteur français d'Algérie du XXe siècle, d'origine malienne, un acteur noir, qui a travaillé notamment dans les films de Carnet, Grémillon, Renoir ou John Huston d'ailleurs, et qui est mort en 1960 à Paris. Dans sa carrière, il a beaucoup été cantonné à des rôles archétypaux, le noir exotique. Ce qui motivait le choix de l'étudiant, c'était de s'intéresser à l'interprétation de cet acteur dont on n'entend pas assez parler dans les histoires de théâtre et de cinéma français. Or, cet étudiant étant blanc, on s'est posé la question avec lui de quels seraient les écueils à voir un étudiant blanc reproduire, copier la voix d'un acteur noir. Finalement, il a décidé de ne pas le faire, mais ce faisant, s'est posé une autre question. On reproduisait en classe l'exclusion dont faisaient déjà les frères Habib Benglia, puisqu'ils ne faisaient du coup pas partie de notre corpus, et que le corpus se concentrait du coup sur les figures qui étaient déjà visibles, qui avaient déjà passé à la postérité, dont on parlait beaucoup. C'est une question d'ailleurs pour laquelle on n'a toujours pas trouvé de réponse. Comment convoquer la voix, le parcours d'acteurs et d'actrices non blancs par des étudiants des classes majoritairement, si ce n'est quasi exclusivement blanches. Alors, peut-être encore juste quelques éléments pour conclure mon intervention. Dans le travail qu'on fait en classe, ça s'apparente parfois à un véritable travail d'invocation. L'école se peuple de voix d'outre-tombe. On entend la voix de Sarah Bernard dans telle salle, la voix de Marie Cazares à la cuisine, la voix de Marie Belle à l'étage. Et les étudiants, ils ont souvent le sentiment de ressusciter justement les morts, avec la conscience aiguë du caractère éphémère de leur art. Puisque quand l'interprète disparaît, malgré les vidéos et malgré les enregistrements, l'interprétation, quelque part, disparaît avec. Il y a aussi une très grande beauté, en fait, dans le fait de voir quelqu'un s'emparer d'un modèle, puisque finalement, on a accès, dans ce moment de scène, à la fois à la personne qui copie, au modèle et au jeu qui se situe entre les deux. Et c'est ce personnage, peut-être ce jeu créé par à la fois le copiste, la copiste et le modèle, qui est très très beau, en fait. En plus, dans tout ce que ça raconte, puisque chaque copie et chaque imitation révèle quelque chose de la personne qui s'en empare. Donc ça aussi, c'est très beau. Et puis, il y a une dimension profondément poétique dans l'exercice de copie ou d'imitation, puisque on ne fait que copier ou imiter les traces d'une performance avec l'assurance qu'on n'y parviendra jamais totalement. C'est une quête asymptotique quelque part, puisqu'on sait qu'on ne sera jamais exactement la même chose que ce qu'on essaie de copier. Voilà. Super, merci Thomas. Alors, je vais... avant de passer la parole à Ruth, qui va conclure finalement, puisqu'il y a un petit film et tout, ce sera peut-être des conclusions, peut-être qu'il y aura quelques mots pour l'organisation suivante, mais comme ça on va laisser Ruth. Peut-être je vais faire le lien entre les deux, donc je vais annoncer ce que j'ai déjà un peu annoncé, mais tout ce que Thomas a évoqué. D'abord, évidemment, quand j'entends ces imitations et cette appropriation d'un corps de l'autre, c'est William James pour moi qui est allé justement interroger, et ça c'est de la merveille, j'en parlais je pense, dans la première séquence sur enquêter, comment ne pas assigner, etc., c'est que William James, quand il a enquêté, par exemple, sur les émotions, il est allé interroger des comédiens. Parce qu'il a dit, mais eux, ils savent y faire, quoi. Eux, ils sont à leur affaire dans cette affaire-là. Et je me souviens d'un extrait de William James qui parle de Theodor Fechner, qui est un psychologue, un psychologue allemand du 19e siècle, du début du 19e siècle. Et voilà ce qu'il cite Fechner qui racontait ceci. Donc un psychologue à certains égards très sérieux, à d'autres égards très, très rigolos, mais il raconte ceci. On peut trouver par sa propre observation que le fait d'imiter l'expression physique d'un état mental nous fait comprendre beaucoup mieux que si nous nous bornions à le contempler.
quand je marche derrière une personne que je ne connais pas, c'est Fechner qui s'amuse à ça, donc au 19e, un gentleman allemand, tout ce que vous voulez, hein, vraiment bien de sa personne, quand je marche derrière une personne que je ne connais pas et que j'imite aussi exactement que possible son port et sa démarche, j'obtiens la plus curieuse impression de la sensation telle que la personne doit elle-même la ressentir. Affecter la démarche d'une jeune femme vous met, pour ainsi dire, dans un état féminin. C'est extraordinaire, cette réflexion de ce psychologue, en fait, qui est considéré comme le plus réductionniste des réductionnistes, parce que c'est lui qui a inventé les équations pour mesurer la différence de perception des sensations dans des laboratoires des expérimentations hyper strictes. C'est assez extraordinaire, ça c'est le premier. Et c'est le faire comme si. C'est très joli, se faire comme si, c'est l'art ludique qui se met, c'est l'art aussi du récit qui se met évidemment en place. Alors, le faire comme si, et là je vais passer entre Thomas et Rousse pour faire le lien entre les deux choses, enfin pour faire des liens, c'est que je me souviens par exemple que Jean Alouche a analysé un très très beau roman de Pierre Bergougnoux qui s'appelait La Toussaint. Et dans ce roman, Pierre Bergougnoux raconte que quand il était petit, son père et son grand-père avaient été pêchés et que lui les avait attendus sur la berge. Et quand ils étaient revenus, il s'était précipité sur son père et son grand-père. « Qu'est-ce que vous avez attrapé ?» Et le père et les grands-pères ont répondu « bredouille ». Et lui est allé voir dans la musette persuadé que la bredouille devait être une espèce de poisson exotique. Et il dit « La déception que moi, petit garçon, que mon père et mon grand-père réunis, n'aient pas réussi à imposer leur désir à l'univers et puis se revenir sans poisson, c'était inimaginable. » Et puis son grand-père meurt et il propose un jour à son père d'aller pêcher. Et il part à la pêche avec son père et son père s'ennuie évidemment. Et il se pose d'ailleurs la question, mais qu'est-ce qui m'a pris de proposer ça, son père Et à ce moment-là, se pose la question, est-ce qu'il s'identifierait à son propre père par rapport à la relation à son grand-père? Et Jean Alouche va dire pas du tout. C'est pas de ça dont il s'agit. En fait, c'est un faire comme si. Et pourquoi un faire comme si? Parce qu'il s'agit non pas de s'identifier. L'identification, ce sera le résultat. C'est à l'aboutissement du processus. C'est pas du tout. Et c'est tellement joli cette proposition de Jean Alouche. C'est pas du tout ce qui va motiver l'imitation. L'imitation est faite justement parce qu'elle va permettre l'identification. Mais ce qui est plus important encore, c'est si on fait comme si, c'est pour faire plus, c'est pour faire mieux. Parce que partir à la pêche avec son père, ce que Bergougnoux raconte, c'était pour ramener du poisson, pour faire que cette histoire de bredouille soit résolue. Et que donc faire comme si, c'est en fait accomplir, en considérant que ce que ceux qui partent nous laissent, c'est un travail à achever. C'est que toute œuvre, quelle qu'elle soit, n'est jamais achevée. Elle demande toujours un accomplissement. On revient à la question de l'héritage. Et donc faire comme si pour pouvoir accomplir ce qui reste inachevé, et c'est ça, ressusciter. Donc, assurer de la continuité de la transmission en permettant, alors ça c'est très joli aussi, cette espèce de tour de Babel qui mélange les morts et les vivants et des voix finalement qui sont vivantes mais terriblement vivantes, c'est permettre finalement à chacun des convoqués de venir enseigner, hein, puisque finalement vous avez des très grands noms dans votre école. Maintenant vous avez Sarah Bernard qui enseigne à vos élèves, et demander d'une certaine manière, ça veut dire quoi enseigner dans ces cas-ci? Mais c'est demander à ce que ce qu'ils ont entrepris soit accompli, c'est-à-dire répéter et modifier. Et je crois que c'est ça qui est aussi très joli dans l'idée de la continuité de ce type d'héritage, c'est accepter la répétition parce qu'elle suscite la modification. Et c'est ça, ressusciter. C'est susciter à nouveau, c'est-à-dire c'est pas une copie du même, c'est une copie suffisamment fidèle pour que le même puisse y trouver son compte et que l'accomplissement puisse s'y sentir comme un cadeau, comme un don. Là, je reprendrai Alouche, mais je vais être trop longue et je laisse la parole à Rousse pour le quart d'heure qui nous reste. Merci. Merci Thomas. Merci beaucoup. Ravie d'être là avec vous. Je suis donc Ruth Childs, danseuse et chorégraphe. Et c'est vrai que dans mon pratique, presque tous les jours, j'ai l'impression d'être en train de convoquer ou incarner des corps précis, des corps avec des personnages, mais aussi des corps plus abstraits, des physicalités. Et là, ce matin, j'ai envie de partager avec vous une expérience de convocation chorégraphique. Il s'agit donc de la reprise et du coup de réincarnation d'une œuvre de danse contemporaine de 1964 de Lucinda Childs qui s'appelle Carnation. Et j'ai préparé un petit montage film qui vous permettrait de voir en image justement de quoi il s'agissait. Et voilà qu'on arrive à l'incarnation, j'ai oublié de le rappeler. L'incarnation, mais je recite ça après. D'accord, merci. Voilà, si c'est bon.
New York in the 1960s, and at the Judson Dance Theatre, a remarkable sense of excitement amongst writers, painters, dancers and choreographers that conventional artistic wisdom could be challenged. Here was a laboratory for new ideas that crossed traditional aesthetic boundaries. Pop art, performance art, modernism poised to become postmodernism. One of the things that was particularly exciting to me was that this was a moment where dance was not necessarily catching up with the movement of its time, but actually attempting to be involved in the movement of its day and age, and that was very exciting. Lucinda Childs, freshly graduated from Sarah Lawrence College and studies at the Merce Cunningham Studio, established her own style as a dancer in distinguished company. The dancers Tricia Brown and Yvonne Rayner, and painters Robert Morris and Robert Rauschenberg. I think that those of us who were serious about being involved in the group needed time to work seriously with these new ideas and new materials. And some people solved that or satisfied their curiosity by being involved with other members of the group, and some sort of went off on their own to work out ideas. And I tended to be in the latter category. That is to say, I preferred to work as a soloist and to work out the ideas very, very carefully. In 1964, Lucinda Childs gave the first performance of Carnation. But if its roots are in the experimental work of the time, Carnation is also a piece that has outlived and outlasted the 1960s. Carnation was for me a really totally extreme step into the oblivion of the non-dance vocabulary, creating a dance that was choreographed but without dance movement, and I turned to the use of objects to substitute. I was interested in the idea of the use of commonplace objects in a theatrical setting. So it was logical to go to a 5 and 10, to go to Woolworths. Associations have been made with the possibility of commenting on the role of the woman, and I think that that's certainly there, but it's not the only thing that I was necessarily concerned with, because in making the work I didn't necessarily have as a goal the idea that it could be interpreted in any particular way. There is no interpretation. Ok, bonjour. Donc, peut-être pour tout vous dire, Lucinda, il se trouve qu'elle est ma tante. Et puis en 2013, on a décidé de collaborer sur ce projet de recréation. Excusez-moi, il y a problème d'image, on ne le voit plus. Voilà, c'est bon, merci.
On a décidé de collaborer ensemble sur un projet de recréation de ces toutes premières pièces qui étaient moins connues, donc de rendre visibles des pièces qui n'étaient pas forcément visibles, sauf avec des archives, des photos, etc. Il y en avait qui n'étaient même pas en vidéo. Et peut-être c'est là où je peux rebondir par rapport à ce qu'il a dit Thomas. Pour moi, l'enjeu était vraiment de savoir comment moi me réapproprier son travail avec précision, donc en convoquant ses indications, des intentions par rapport au geste, pourquoi cette éponge-là, etc. Mais sans pour autant limiter. C'était important pour moi de ne pas être dans une copie, de circuler entre mon corps et son corps. Et du coup, j'ai plutôt travaillé avec sa voix dans ma tête que d'être devant la télé à copier ses gestes dans le processus. Et puis ensuite, la question de comment partager ça avec le public d'aujourd'hui. Donc, c'était vu comme un œuvre expérimentale à l'époque. Maintenant, on a plus l'habitude des pratiques de danse contemporaine. Donc, comment ne pas tomber dans une nostalgie? Quel type de contexte s'y prêtait bien? Si on mettait ce type de pièce qui était assez intime sur un piédestal dans un grand théâtre, ça ne marchait pas. Il y avait des questionnements comme ça de comment partager ça aujourd'hui. Et je voudrais aussi juste préciser que ma tante n'est donc pas encore morte, elle est en vie. Et donc, du coup, c'était une incarnation, une convocation collaborative, parce qu'elle était souvent là avec moi, à vivre l'expérience aussi dans le public. Donc, pour elle, c'était particulier aussi. Et elle ne peut plus les performer parce qu'elle a 80 ans maintenant. Et je pense qu'en ce moment, la question qui m'habite, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces œuvres quand elles ne seraient plus là? Quel corps, quel contexte, comment on pourrait les apprendre à d'autres corps, comme l'art vivant et éphémère. Donc, il ne suffit pas juste de regarder les vidéos, on doit vivre l'expérience. Comment rester fidèle, etc. Des questions qui pourront peut-être nous amener au sujet suivant. Sur de la l'enquête avec enquête. les morts. Ouais. Voilà. Je pense que... Merci infiniment. Merci beaucoup Thomas. Si vous voulez peut-être échanger entre vous, on a encore 2 petites minutes, mais pas beaucoup plus. Voilà. Alors peut-être qu'on va accepter de se dire, bien voilà, on est dans un parfait relais par rapport à la prochaine enquête. On a commencé déjà à se faire convoquer par notre prochaine enquête grâce à vos questionnements, grâce à ce que vous nous apportez, qui pour moi était vraiment extrêmement précieux. Je parle de tout ce qu'on a fait hier après-midi, qui était très précieux et qui était pour moi de l'ordre d'une convocation plurielle, c'est-à-dire d'une convocation où l'instabilisation de savoir qui est convoqué était poussée à son maximum, ce qui est pour moi l'expérience la plus intéressante qu'on puisse faire dans ces cas-là. Je te laisse la parole, Claire, pour... Comment apprendre les uns des autres, comment apprendre à travers ces convocations. Merci beaucoup à toutes et tous les séminaristes qui ont participé ici ce matin avec nous, au reste du groupe, parce que tout le monde n'était pas présent, mais tout le monde a aussi contribué à ces discussions. Merci à Vinciane, merci à l'Université et au Théâtre de Vidi, bien sûr. Donc, nous précisons que la conférence est terminée en ce moment pour tous ceux qui nous suivaient sur le Facebook Live, ceux qui sont inscrits sur Zoom. Pour ceux-ci, donc restez en ligne, vous allez être répartis automatiquement dans les salons numériques qui seront animés par chacun de nos séminaristes que vous avez entendus ce matin, accompagnés d'un ou deux autres du groupe. Et puis, il suffit de rester connecté, vous n'avez rien à faire, attendre que chacun prenne le relais. Et là, vous allez faire des expériences de convocation de différents types avec les modérateurs séminaristes et les modérateurs de l'université. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et à la fin du mois de mars, donc pour la dernière enquête, le 27 mars, pour la 4e enquête, faire place aux morts. Merci. Merci à tous.